Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur Instagram, sur Facebook, sur Patreon si vous voulez soutenir mon activité. Et je suis By Night tout court sur Ravelry. Ceci est un podcast essentiellement tricot. On aura un peu de couture cette fois-ci et un peu de teinture et beaucoup de nouvelles. C'est le 49e épisode et je n'ai pas de voix. Vous l'entendez probablement déjà. J'ai perdu ma voix en Suisse. Donc voilà. Bref. J'espère que tout le monde va bien. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'accueil très chouette que vous avez réservé à la vidéo précédente que j'ai publiée il y a une quinzaine de jours sur mon matériel tricot. C'était des questions qu'on me posait très souvent, régulièrement, quand je proposais de poser des questions sur Instagram ou même en commentaire dans les épisodes précédents. Et donc du coup, je m'étais dit, je vais en faire une vidéo. Ce n'est que mon matériel, mais c'était très chouette. Allez lire les commentaires. Il y a plein d'autres suggestions de petits outils, de petits trucs et astuces qui sont bien utiles parfois. Enfin, franchement, j'étais surprise. Je m'étais dit, bon, voilà, ça fait une vidéo sympa, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit vue autant et que du coup, ça génère autant de nouveaux abonnés. Donc, bienvenue à tous et à toutes, re-bienvenue à tous les autres. Merci d'être toujours là, fidèles au rendez-vous. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à montrer, je suis complètement paumée. Pour les gens qui ne me connaîtraient pas encore, je suis teinturière de laine professionnelle. Je teins de la laine de façon naturelle avec des plantes et des petits insectes. Mais on en reparlera en fin d'épisode. Mais voilà, c'est un peu une semaine rocambolesque. J'avais prévu de tourner un épisode parce que j'ai des choses à vous montrer, parce que j'ai beaucoup tricoté, qu'est-ce que j'ai cousu. Et puis voilà, tout est chamboulé. Alors, vous savez, je fais des salons, des festivals. Je reviens de Suisse, où j'étais au Swiss Yarn Festival la semaine passée. C'était un excellent week-end sur certains aspects et un horrible week-end sur d'autres aspects. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le trajet à l'aller a été un cauchemar parce que il y a eu la première tempête de neige de l'année et qu'on s'est retrouvé dans des bouchons avec des autoroutes fermées à cause des accidents, avec une bagnole en feu, avec voilà. Donc le premier jour on devait rouler 4 heures, on a roulé 7 heures. Voilà, donc on est arrivé un peu tard à l'hôtel, un peu tard au resto. Enfin voilà, bon, tout s'est résolu. Et le lendemain, nous devions passer la frontière suisse et j'avais été très mal renseignée malgré de nombreuses heures au téléphone avec la douane en Belgique, la douane en Suisse, à envoyer des mails, à poser des questions par-ci, par-là. Bref, je n'avais pas les bons papiers et donc on a été renvoyé d'un bureau à l'autre avec plein de gens de bonne volonté, mais dont personne ne pouvait résoudre notre problème, jusqu'à tomber par hasard sur Emma de Grey Sheep Co, qui est une éleveuse anglaise que nous avions déjà rencontrée, avec qui on s'entend assez bien, et qui m'a envoyé chez son agent de douane, qui a un peu mis devant le fait accompli en disant vas-y, résous le problème. Bref, entre le moment où nous sommes arrivés au poste de douane et le moment où nous en sommes ressortis, ça a pris 6 heures. Voilà. Et après, il nous restait normalement 1 heure de route, mais on était dans les heures de pointe de fin de journée autour de Zurich et de Bâle, et donc ça nous a encore pris presque 2 heures. Il fallait installer le stand après. Enfin bon, voilà, tout c'était complètement rocambolesque. Mais bon, voilà, je ne sais pas comment on a fait le stand. D'habitude, je mets entre 2 et 3 heures pour être prête. Là, en 35 minutes, le stand était prêt. Donc voilà, et alors après il m'est arrivé un truc un peu incroyable et je vous en reparlerai rapidement, mais j'ai été interviewée par le podcast Fruity Knitting, donc c'était prévu, mais forcément avec mon arrivée retardée, ça a été retardé, et donc voilà, je suis très angoissée parce qu'en fait j'avais pas du tout la tête à ça, que je m'étais dit que je vais aller me recoiffer, me rafraîchir dans la chambre d'hôtel avant l'interview, essayer d'être présentable. Je crois que je ne le suis pas du tout, et en plus j'avais plus parlé anglais depuis plus de 6 mois, donc j'étais un peu paumée, donc j'espère que j'aurai pas l'air trop ridicule. L'épisode est publié normalement mercredi 11, la semaine prochaine, et donc ou cette semaine-ci, enfin je ne sais pas quand vous regarderez cet épisode, et donc je suis un peu anxieuse. Si vous ne connaissez pas le podcast de Fruity Knitting, indépendamment de l'épisode dans lequel je vais parler pendant 4 minutes, c'est un podcast vraiment très intéressant. Ce sont 2 Australiens qui vivent en Allemagne, ils parlent de leur projet, ils tricotent tous les deux, ils parlent de leur projet, elle tricote de façon hallucinante, des jacquards, des trucs comme ça. Elle donne régulièrement des petits tutoriels et compagnie. Et lui commence. Et donc, en fait, on voit son évolution au fur et à mesure depuis les débuts des épisodes. Mais surtout, ils interviewent très régulièrement. Et donc, il y a toujours un designer, un éleveur, une teinturière, un teinturier. Enfin, voilà, c'est toujours très intéressant, très passionnant. Et
voilà, c'est un podcast que j'aime beaucoup regarder. Et donc, voilà, et donc quand ils m'ont contacté pour me proposer une interview, j'étais un peu genre, pour du vrai? Donc voilà, je suis complètement anxieuse de ce que ça va donner. Bon, elle me dit que je me suis bien sortie vu de toutes les circonstances, mais je sais pas très bien ce que ça veut dire. Donc voilà, donc ça c'est les toutes nouvelles, voilà. Après, le festival était extrêmement chouette. Les festivals où on a retrouvé beaucoup de gens qui étaient présents à Amsterdam, et donc autant dans les designers, les gens qui faisaient les ateliers, et les gens dans les exposants et tout ça, et donc ça faisait du bien de se revoir. On ne se revoit qu'une ou deux fois sur l'année, donc du coup ça fait toujours du bien. On logeait quasi tous dans le même hôtel qui était là où se passait le salon, et donc on a passé des bons moments. On n'a pas fait la fête jusqu'au bout de la nuit, il faut rester professionnel, il y a un salon à faire le lendemain, il y a des visiteurs à accueillir, mais donc voilà, on a vraiment passé des bons moments entre rires et conversations très intéressantes au niveau professionnel, échange d'impressions sur le marché, voilà. Donc c'était très très chouette, un moment vraiment hors du temps. Moi j'ai l'impression de m'être absentée de la maison pendant 15 jours. Voilà. Et puis il a fallu revenir. Voilà. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le vendredi matin, alors que j'étais coincée à la douane, à courir d'un bureau à l'autre, le gouvernement suisse a annoncé qu'il a annulé tous les événements de plus de 1000 visiteurs. Et donc, salon de l'auto, carnaval de Bâle, enfin, il y avait plein d'événements qui étaient annoncés comme annulés. Il y a même des événements qui sont annoncés comme annulés jusqu'à fin avril. Et donc, c'était un peu genre, est-ce que le festival va avoir lieu ou non? Et donc, en fait, en fonction du nombre de billets qui étaient déjà prévendus, elles ont fermé la billetterie le samedi pour pouvoir faire le festival, parce que ça aurait été une trop grosse perte pour et l'hôtel et les exposants et elles-mêmes de ne pas faire le festival. Surtout que tout le monde était déjà quasi sur place à part nous. donc voilà. À ce moment-là, commençaient à courir les rumeurs de l'annulation de l'Aiguille en Fête. J'avais reçu des messages d'autres exposants me disant il y a des gros risques. Le gouvernement français vient, pour raisons sanitaires, d'annuler les événements de plus de 5000 personnes. Et donc, lundi, sur la route du retour, on a reçu le mail confirmant l'annulation et le report à de nouvelles dates qui devaient être encore à déterminer. Donc, l'Aiguille en Fête, si vous ne l'avez pas encore vu, ni sur leur site, ni sur les réseaux sociaux, ni sur mon Instagram, ni sur mon site à moi, la semaine prochaine n'aura pas lieu. En fait, ça devrait être cette semaine-ci. Quand vous regardez, je suis complètement pas, je suis dans une faille spatio-temporelle. Donc voilà, nous sommes le vendredi 6 mars. Cette vidéo, je vais la publier pour mes Patreons en priorité, parce que ça fait partie des propositions que je leur fais. Et donc vous l'aurez, vous devez être en train de regarder ceci. On doit être soit samedi soir, dimanche matin, en fonction de ce que YouTube voudra bien faire, ou soit en début de semaine. Donc normalement, cette semaine, mercredi, je partais à Paris pour installer mon stand et faire l'Aiguille en Fête. Mais donc l'Aiguille en Fête est reportée au mois de juin, mais je n'y participerai pas parce que je n'étais pas disponible à ces dates-là, malheureusement. Après, on a plein d'autres occasions de se voir. Je serai donc au NITIT à Lyon début avril, au Fil de la Manche fin avril. Je serai à Clamart-Fil le deuxième week-end de mai, le 8-9 mai, 9-10 mai. Et la semaine qui suit, je serai à Mulhouse pour le NIT at Motoko. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site dans l'onglet agenda. Voilà, c'est une introduction qui dure 3 heures, mais c'est très très important. L'aiguille en fait, c'est un peu compliqué. Enfin, voilà, donc en fait je suis complètement paumée parce que je m'étais fait un planning de je rentre de Suisse, je termine des petites choses à préparer pour l'aiguille en fait, mais j'avais déjà préparé toutes les caisses de laine. Tout était ça, cette partie-là était déjà prête parce qu'en vrai j'avais 5 jours à la maison. Je voulais enregistrer cet épisode parce que j'ai des choses à vous raconter, des choses à vous montrer. Et après, l'aiguille en fait, je reprenais doucement la teinture pour les festivals suivants. Sauf que, forcément, comme l'aiguille en fait n'a pas lieu, du coup, j'ai fait une mise à jour du site. Au fur et à mesure, je triais la laine tout au long de cette semaine. Après le festival en Suisse, j'ai mis beaucoup de choses en laine sur le site, au niveau des sacs, au niveau de la laine. Allez voir. Je ne vais pas faire une grosse annonce d'update. Je vous montre au fur et à mesure, éventuellement sur les réseaux sociaux, ce qui est disponible sur le site. Mais donc voilà, c'est un peu chaotique, je suis un peu perdue. Il y a juste un souci pratico-pratique, c'est que j'éteins toute la laine que j'avais en stock et donc je n'ai plus d'argent pour le moment pour racheter de la laine et donc je suis perdue, complètement perdue à l'idée de ne pas vraiment pouvoir. J'ai encore beaucoup de laine déjà mordancée et donc à mon avis ça elle va passer à la casserole parce que je peux pas imaginer ne pas teindre avant fin mai, du coup, c'est pas possible, quoi. C'est beaucoup trop long, ça me manque déjà. Je suis déjà à la limite d'aller mettre des plantes à tremper pour les cuire ce week-end.
ce qui n'a pas de sens si je me reposais. Donc voilà. Par contre, j'ai été dévalisée au niveau des sacs à projet, que ce soit sur le salon en Suisse ou que ce soit sur mon site. Et donc vous voyez, les piles de tissus sont déjà prêtes. Et donc dans les 15 prochains jours, je vais refaire des nouveaux sacs à projet. Ça prend du temps aussi, les couper, thermocoller la triplure pour les consolider et puis les réaliser. Mais donc voilà, je me suis dit, je vais me donner 15 jours pour faire des sacs à projet et de temps en temps un petit bain de teinture pour me changer les idées. Voilà, vous avez les nouvelles. J'espère que cette introduction, elle est longue, hein, mais comme j'ai beaucoup de choses à vous montrer, l'épisode va être très très long, donc vous allez avoir oublié tout ce que j'ai dit pendant l'introduction. Mais l'information principale, c'est je ne serai pas présente à l'Aiguille en Fête la semaine prochaine puisque ça n'a pas lieu, mais je ne serai pas non plus présente à l'Aiguille en Fête en juin. Par contre, je serai au Salon Création et Savoir-Faire en décembre. Et on croise les doigts parce que en vrai, c'est un souci économique énorme, mais il y a aussi des raisons de santé derrière. Et donc, voilà, j'espère surtout que le virus va être très vite contrôlé et très vite endigué et que ces mesures sont d'une vraie utilité en fait. Quand je vois maintenant en Italie, ils ont fermé les écoles, les universités, tous les lieux publics pendant 15 jours. Ce n'est pas pour rien, c'est pour empêcher, pour limiter la propagation et que les institutions hospitalières et médicales ne soient pas dépassées par le flux de gens malades. Donc voilà, donc moi je touche du bois, j'ai une table en bois et sincèrement j'espère que ça va vite aller mieux pour tout le monde et que personne n'est en danger et que personne n'est à risque parmi vous tous et parmi les gens que vous aimez et que vous connaissez. On va passer au projet tricot parce que j'ai 2 projets terminés qui étaient terminés à l'épisode précédent, mais dont je ne vous ai montré qu'un petit aperçu. Et alors, la semaine passée, j'ai beaucoup tricoté. Je me suis lancée dans plein de projets. Et donc, je crois que j'ai 5 trucs ou 6 trucs sur mes aiguilles. Voilà, je vous ai dit, l'épisode va être long. Installez-vous bien. Soyez confortables. Je crois que j'ai de nouveau pas pris de notes. Donc, j'ai oublié de couper le son de mon ordinateur, mais quel étonnement. Voilà, et là, au lieu de couper, j'augmente. Bref. Premier projet terminé, c'est le gilet Mountains de Atelier Émilie Luis sur Ravelry. Je vous ai montré un aperçu. Il est sorti il y a une quinzaine de jours. C'est un gilet qui se tricote avec 2 fils, un en déca et l'autre en lace, mohair et soie. Elle l'a utilisé pour faire sa version originale de la physalis de graines de laine qu'elle avait dans son stock et du mohair, ma base Halo, que j'ai teint au cachou cochonnier qu'elle m'avait acheté au salon Création et Savoir-Faire. Et donc, quand elle m'a montré le modèle, déjà, je le trouvais super canon. J'étais à ce moment-là en train de chercher un modèle de veste courte, épaisse, pour quand je porte une robe ou une jupe, ne pas devoir mettre un long gilet et ressembler tout à fait à une sorcière. Et donc, voilà, le modèle me plaît beaucoup et en plus, ça correspondait exactement à ce que je cherchais. Donc, j'ai demandé si je pouvais participer au test et elle a dit oui. Alors, je l'ai tricoté avec des laines à moi que je n'ai pas sous la main. J'arrive. Bon, je n'ai pas laissé que de ma voix en Suisse, j'ai aussi laissé quelques neurones, parce que, en fait, les écheveaux que je cherchais, enfin, voilà, la laine que je cherchais, elle n'est pas juste là, à côté, là où je pensais l'avoir préparée pour quand j'enregistrais l'épisode de podcast, puisqu'elle était dans un sac à projet, puisque j'ai décidé d'utiliser directement mes restes pour en faire un autre projet. Bref. Donc, pour faire mon gilet Mountains, j'ai utilisé le même mohair. Donc 72% mohair, 28% soie, ma base Halo, teint, cachou cochonnier. Et pour l'accompagner, j'ai utilisé ceci. Alors c'est une base dont je ne vous ai pas encore beaucoup parlé, c'est ma base Pollux. C'est 100% du Peruvian Island Wool. Donc c'est la laine des hauts plateaux péruviens. Alors, vous en souvenez, il y a pile 1 an, je vous proposais mes nouvelles bases Sirius et Orion. Et en fait, lancer une nouvelle base, c'est le fruit de longues recherches. Et ça faisait à peu près 1 an que je cherchais des laines différentes que le Merino Superwash, qui est très facile à trouver en tant que teinturière indépendante, pour vous proposer d'autres produits, d'autres touchés, d'autres matières et surtout du non Superwash. Des laines peut-être avec un peu plus d'âme. Et donc, j'avais trouvé via une filature britannique cette laine des hauts plateaux péruviens. Donc c'est une
une race hybride qui est un mélange de mérinos et d'une autre race plus locale péruvienne et qui vit en très très haute altitude, genre 3500-4000 mètres. C'est un circuit très court. Il y a une coopérative d'éleveurs sur place qui récupère les fils de tous les éleveurs des environs, et tout ça après est transformé partiellement sur place et ensuite envoyé en Angleterre chez le fournisseur où je l'ai trouvé. C'est une laine qui fait 350 mètres au 100 grammes, donc on est vraiment à mi-chemin entre la fingering et la sport. Et pourtant, je l'ai utilisée pour remplacer de la DK, parce que si vous le voyez, elle est super, super gonflante. Si je prends une fingering plus classique, vous allez directement voir la différence d'épaisseur. Voilà. Et honnêtement, elle est plus moelleuse et elle prend plus de volume que ma 100% Mérinos Superwash DK. Donc, pour vérifier, Émilie m'a donné l'échantillon. J'avais déjà fait un échantillon à l'époque et l'échantillon correspondait. Et donc, j'étais dans le bon échantillon pour faire la taille 5 du gilet Mountains de Atelier Émilie que je vais vous montrer. Alors, cette laine, j'en ai pas beaucoup parce que du coup, il y a des gens qui m'ont posé plein de questions. J'en ai au naturel sur le site. Il me reste 2 ou 3 écheveaux de ce bain-là et j'en éteins à l'indigo. Ce qui m'avait ennuyé au moment de travailler cette laine, elle prend les couleurs de façon très très douce, très éteinte. Alors, c'est joli, mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui donnait plus de profondeur à mes couleurs. Et puis surtout, entre-temps, j'étais tombée sur la laine qui venait d'Angleterre. Alors, je me dis que travailler à 1000 km autour de ma maison est une bonne chose. On me reproche régulièrement de ne pas avoir de laine qui soit fabriquée en France. La laine fabriquée en France, il y a une espèce de monopole au niveau de Fonti. Et donc, vous achetez de la Rerum de Natura, de la Fonti, ou vous achetez les bases chez d'autres teinturiers naturels qui sont leurs mérinos d'Arles venant de France. C'est la même laine. Et donc, moi, j'essaie de vous proposer autre chose, parce qu'elle me démangeait très très fort aussi. C'est un fil que j'aime beaucoup, j'adore la laine de Rerum Natura, mais je voulais vous proposer autre chose. Et finalement, la laine qui vient d'Angleterre, elle vient de ma maison, c'est la même distance. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais partie sur ces bases-là. Je continue à chercher d'autres idées, à chercher d'autres choses, à essayer d'autres laines, parce que j'aime ça et parce que, vous savez, j'aime toucher les matières. Donc voilà, mais donc j'en ai pas beaucoup, mais c'est vraiment un fil que j'aime beaucoup. Je me dis que pourquoi pas réenvisager et en avoir pour l'hiver prochain. J'en sais rien, si éventuellement ça vous intéresse de la découvrir, dites-le moi. Mais c'est vraiment un fil à part parce qu'elle est dans un métrage fingering, mais finalement elle est plus moelleuse et plus épaisse qu'une fingering. Le gilet Mountains qui vient de tomber de ma chaise. Je ne le quitte plus, c'est génial, parce qu'il me manquait vraiment une veste courte à porter sur toutes mes jupes et mes robes larges. Et donc, voilà, je suis très contente. Donc maintenant, j'ai mon manteau long, qui est le manteau que j'ai fait avec les laines de La Féfile et de Hedgehog Fibers, le rouille que je vous ai montré en fin d'année passée. Donc voilà, regardez-moi ça comme c'est joli. Donc, c'est un gilet assez simple, basique, court, avec normalement des manches bouffante, avec un poignet long et très serré, et surtout avec cette torsade très simple sur l'épaule. On le commence par le haut, on fait un montage très chouette. Émilie renvoie vers un lien d'un tutoriel. On fait les côtes et puis on entame directement le raglan avec des augmentations classiques de raglan pour augmenter le pan devant et les mailles des manches et les mailles du dos, tout en entamant, dès qu'on a les mailles suffisantes, la torsade, qui est vraiment très très simple. On tricote en même temps directement la bordure, avec un I-cord et un jeu de mailles de côte. Je l'ai fini il y a plus d'un mois, donc évidemment, j'ai oublié tous les petits détails. Voilà, on fait ses boutonnières au fur et à mesure du côté des boutonnières. Donc voilà, et Émilie donne les instructions de comment faire les boutonnières et a priori à quelle distance les mettre. Et donc, on continue, on sépare les manches et le reste du corps. Et normalement, on le tricote à peu près jusqu'ici. Et puis, on fait 5 cm de côte. Avec mon 1,80 m, ça aurait été un peu court. Donc, du coup, moi, je l'ai allongé de 7 ou 8 cm. Et puis, j'ai fait les 5 cm de côte. Le corps se tricote en 4,5. On est sur un échantillon de 19 mailles sur 26 rangs. Les côtes se tricotent en 3,5. Et ce que moi, j'ai fait carrément pour le bas, c'est que je les ai tricotées en 3 mm pour les serrer très, très fort, pour donner vraiment l'effet veste cintrée à la taille. Ensuite, on reprend les manches
qu'on continue avec un système de diminution. On continue à faire la torsade tout du long, c'est facile, voilà. Moi, je les ai d'abord fait sur mes aiguilles 40 cm, et puis quand j'avais plus assez de mailles, je suis passée en 30 cm, et alors on a des très longs poignets. Alors, j'étais un peu en douille, j'ai fait voilà, c'est la quiche qui ne lit pas tout le patron avant de commencer. Les manches sont prévues très longues pour donner un effet blousant, comme ceci. Et en fait, moi, j'ai fait les manches à la longueur préconisée par Émilie sans avoir lu cette information qui est dans la description du patron. Et là, je me suis dit, oh ouais, pour une fois, les manches, elles font la bonne longueur pour moi, je ne dois pas rajouter 10 cm. Donc, du coup, il me manque les 5 à 10 cm que j'ajoute d'habitude aux manches. Et donc, moi, elles font juste la bonne longueur. Elles sont comme je veux pour une veste. Comme ça, je peux encore mettre des mitaines sans être gênée par mes manches. Sauf qu'elles n'ont pas cet effet bouffant qui est prévu, puisque, voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très chouette à faire, il est très facile à faire, il est très rapide à faire. Donc voilà, c'est vraiment un très chouette gilet. Alors, pour les boutons, j'ai utilisé des boutons de nacre de mon stock qui ne veulent pas, qui reflètent évidemment la lumière. Je les ai utilisés à l'envers. Ça vient de mon arrière-grande-tante, je pense. Donc, je vous ai déjà dit que j'ai récupéré 3000 boutons. Voilà. Et il y en a beaucoup qui sont disparates, il y en a beaucoup qui sont très très moches, il y en a beaucoup qui sont très abîmés, parce qu'à cette époque, on récupérait les boutons sur les vêtements déjà portés. Donc, il y en a qui sont jaunis par l'usage et par le temps. Mais voilà. Mais donc, j'ai plein de boutons de nacre qui, normalement, forcément, sont moches, jaunâtres, usés par le temps. Et donc, moi, je les ai utilisés à l'envers. Donc, j'ai encore un peu de coquille sur l'arrière. Et surtout, il y a des taches marron et rose qui, je trouve, fonctionnent très très bien avec la couleur de mon cachou cochonnier. Donc voilà, je fais ça très très souvent, utiliser mes boutons de nacre à l'envers. Je trouve que les boutons de nacre à l'endroit, ils sont un peu trop irisés à mon goût, tandis que sur l'envers, c'est là qu'ils sont beaux en fait. Donc voilà, premier projet terminé. Il était déjà terminé pour l'épisode précédent, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de vous le montrer puisque le patron sortait après mon épisode de podcast et Émilie m'avait demandé d'attendre, ce qui est tout à fait logique. Donc je l'adore, je suis super contente. Il me faut pas grand chose. Je suis à la limite d'en faire un deuxième, puis en même temps je me dis qu'on va rentrer dans le printemps et que je vais pas en profiter tout de suite, et que surtout il y a déjà du monde sur mes aiguilles, donc calmos. Voilà, premier projet terminé. Et je vais vous présenter maintenant le deuxième projet terminé, qui est un patron qui devait normalement sortir pour l'aiguille en fait. Alors, on a été un peu forcément tout ce qui avait été préparé pour l'aiguille en fait, et je suis loin d'être la seule dans ce cas-là. On est un peu chamboulé, un peu malmené. Je vous en ai montré un tout petit bout déjà dans l'épisode précédent aussi, et vous avez déjà vu beaucoup des petits bouts sur Instagram. Il s'agit du gilet Saiga de Folie Ordinaire. Alors, Mylène, Folie Ordinaire, m'avait acheté de la laine il y a un an à peu près, un peu moins d'un an, parce qu'elle avait une idée de pull à faire avec ma base Milky Way teinte au curcuma. Voilà, et donc elle a créé un petit pull court avec un très joli motif au niveau du raglan et des côtés. Très court, voilà. Et donc, on se discutait de est-ce qu'on décide d'en faire, entre guillemets, une collaboration, dans le sens où est-ce qu'on s'arrange au moment de la sortie pour le sortir. Et puis à ce moment-là, je lui dis, écoute, voilà mes dates de salon. Si à un moment on s'arrange, ça convient avec ton planning, fixons une date. Par contre, je ne ferai, si moi j'en fais un, soit je le fais juste en small pour avoir un modèle d'exposition, soit je le fais en version gilet, parce que avoir un col près du cou et quelque chose de très cintré et très court ne va pas du tout m'aller. Ce n'est pas du tout adapté à ma morphologie, et il faut que j'ai l'encolure dégagée, et donc voilà, en gilet il serait parfait, mais pas. Mais elle me dit, mais attends, c'est peut-être une bonne idée de faire également une version gilet directement inclus dans le même patron. Et donc quand on s'est vu en octobre, je lui ai redonné de la laine pour faire sa version gilet. Là, elle l'a fait en twinkle, la version gilet, pour varier, pour avoir l'impression de travailler autre chose. Travailler avec la twinkle en garance, bain d'épuisement toute douce. Et elle a fait la version gilet, donc elle a recréé un patron qu'elle a modifié. C'est pas le même patron et on coupe au milieu. Elle a ajouté un jeu de raccourcis, des choses comme ça. Et donc, le patron comprend les deux versions du modèle.
Et donc après, une fois qu'elle était prête, on s'est dit, voilà, on va le sortir à l'aiguille en fait, puisqu'on est là toutes les deux. Sauf qu'il n'y a plus d'aiguille en fait. Donc voilà. Mais le test était fini, le patron est prêt, sa fiche était prête, ma laine est teinte. Donc on s'est dit qu'on allait maintenir la sortie à la semaine prochaine. Et donc le patron sort mercredi 11 du 3 à 11h03. Il sera publié sur Ravelry par Mylène. Donc voilà. On trouvait ça rigolo. Rien nous amuse, hein. Il nous faut pas grand-chose. Donc voilà. Mais donc on trouvait idiot d'attendre un autre festival. Et puis j'ai vu déjà pour Nitit, il y a des dizaines et des dizaines de collaborations qui sont déjà prévues. Donc voilà, on s'était dit que c'était idiot d'attendre. C'est un modèle parfait pour le printemps parce que et la Twinkle et la Milky Way sont des fils assez légers. Et donc et la coupe et la forme du gilet conviennent parfaitement. Donc, forcément, puisqu'elle a créé un modèle de gilet juste pour moi toute seule, j'ai testé le modèle de gilet. Je ne sais plus quelle taille j'ai fait, je pense que j'ai fait la taille 44, ce qui correspondait à mon tour de poitrine. Et je l'ai fait, vous le voyez, en Milky Way, au curcuma. Au croise. Donc ce qu'elle a utilisé pour son pull, moi je l'ai utilisé pour le gilet. J'ai hésité, mais pendant des heures, et j'ai regardé en Twinkle, et j'étais de nouveau repartie sur du cache cochonnerie. Et puis je me suis dit non, je vais faire un premier bain de campèche, mais non, parce que ça va être un gilet printanier. Oui, et en fait mon problème était que j'avais déjà fait un gilet en Milky Way curcuma. Vous en souvenez peut-être, c'était le Joy de Vera Valimaki, qui était dans un bouquin interprétation, je ne sais plus quel volume, le 3 ou le 4 je crois, et qu'en fait je ne portais jamais. Et donc je me suis dit, et que j'avais tendance à porter sur les salons parce que j'aime la couleur, parce que je trouve que ce modèle m'était bien... Enfin, le fait d'avoir un vêtement tricoté en Milky Way montre quand même, représente bien ce que donne la Milky Way une fois tricotée. Et donc la Milky Way, je n'ai pas précisé, c'est ma base 75% mérinos, 85% mérinos superwash et 15% viscose que la filature appelle Donegal Nep. En fait, ça veut dire du faux Donegal. C'est ce qui donne l'effet tuidé au fil. Et donc, en fait, c'est de la viscose qui est filée avec le mérinos. Et comme c'est une matière non naturelle, elle ne prend pas la teinture. Et donc, ça va rester parce que Fonty propose une laine qui est également avec cet effet tuidé, mais elle est 100% laine. Et donc, du coup, si je la teignais, les boulettes de couleur marron, beige et noir disparaîtraient et seraient couvertes aussi par la teinture. Là, l'avantage, c'est que ce n'est pas le cas. Et donc j'ai décidé de détricoter mon Joy de Vera oh là là de Vera Valimaki et de faire le Saiga. Comme ça, j'avais enfin un gilet que j'étais sûre de beaucoup plus porter dans ce ton de curcuma que j'aime tant. Il est là et je vais vous le montrer. Je vais l'enfiler. Bon, après, vous en avez déjà vu beaucoup de parties, mais voilà, c'est... Ce qui est extraordinaire, c'est ce motif le long du raglan, qui se retrouve également le long de l'épaule au dos, et qui se retrouve, qui continue. Et vous voyez, il est très très court. Alors, j'ai pas la chemise idéale, hein. L'idée, c'est quand même d'avoir un vêtement un peu cintré en dessous. Mais voilà, je ne vais pas changer de chemise à chaque fois que je change de pull. Donc... excusez-moi, c'est un modèle de nouveau qui se commence par le haut, on fait les côtes, on fait quelques rangs raccourcis pour relever l'encolure du dos par rapport au devant, et on entame les raglans. Alors, les raglans, vous avez ici, ça c'est l'endroit où est normalement l'anneau marqueur indiquant la limite de la manche. On en a un autre là, un autre là, un autre là, et en fait, le long du raglan, on vient faire ce motif pour lequel Mylène a fait des explications rang par rang et un diagramme pour le motif gauche et le motif droite, puisqu'ils se répondent. Si je cachais pas tout sous mon col, puisqu'ils se répondent. Voilà. En fonction des tailles, on ne commence pas le motif au même endroit pour qu'il tombe bien. Donc tout est super bien calculé, super bien expliqué par Mylène. Et donc on a un jeu de côte-torse, un jeu de torsade et puis un point avec un gros trou-trou, des mailles en vert et une torsade qui vient faire ce truc, cet arrondi qui s'évase et qui s'élargit. Alors, la difficulté du modèle, c'est qu'effectivement, en fait, et alors du coup, en fait, l'augmentation du raglan du devant et du dos ne se fait pas au niveau de la manche. Donc, celui de la manche se fait ici, mais l'augmentation pour le devant et pour le dos se fait le long de cette torsade. Et donc, il faut bien veiller à ne pas se tromper, parce que forcément, on augmente
on augmente les mailles du devant ou du dos, mais en même temps, on déplace le marqueur de motif. Voilà, ça, une fois qu'on a compris et qu'on s'y retrouve, une fois qu'on a fait un motif et qu'on sait où on va, le reste est très répétitif, le motif n'est pas long et c'est assez instinctif. Donc voilà, donc c'est pas un tricot 100% accessible aux débutantes, je dirais, mais parce qu'il faut prêter attention à ce qu'on fait. Donc après, c'est classique, on continue les augmentations du raglan jusqu'à séparer les manches et le corps. Et ensuite, on continue le corps, dans mon cas, puisque je fais le gilet, en aller-retour, tout en continuant le motif sur le côté. Voilà. Normalement, à nouveau, le gilet est prévu beaucoup plus court. Il est prévu à cette longueur-là. Moi, j'ai ajouté 5 cm parce que je voulais qu'il arrive juste au-dessus de mes hanches pour pouvoir justement le porter sur toutes mes jupes qui commencent à ce niveau-là. Voilà. Après, on fait quelques rangs de côte-torse dans le bas. Et on vient relever les mailles de l'encolure. De la patte de boutonnage, pardon, l'encolure est faite depuis le début. On vient relever les mailles de la patte de boutonnage qu'on tricote en côte-torse dans ce sens-là, avec un côté où on fait les trous-trous, Mylène nous précise comment les faire, et de l'autre côté où on vient poser les boutons, et donc moi j'ai mis 9 boutons, voilà. Et j'ai pris des petits boutons noirs de mon stock. Je vous avais demandé conseil sur Instagram, j'arrivais pas à me décider. J'en avais des transparents à paillettes dorées, j'en avais des blancs carrés, j'en avais des... enfin voilà. Et finalement, c'est les tout simples noirs qui ont gagné. Et je suis contente d'avoir suivi la majorité de vos conseils. Voilà. Et donc après, ensuite, forcément, on vient finir ces manches. Moi, je les ai faites en Magic Loop, celle-ci, pour varier, parce que je faisais les 2 paires de manches en même temps. On fait des diminutions très, très, très rapides. Et après, on continue tout droit jusqu'à une certaine longueur. J'ai pas fait les manches longues. C'est un projet de printemps. Et il y a 9 chances sur 10 que j'ai tendance à les relever. Et on termine par des côtes torse. Et moi, j'ai fait le Judy's Surprisingly Magic Bind Off pour les manches. Et pour le bas aussi, peut-être. Oui, pour le bas aussi, peut-être. Voilà, donc c'est vraiment un très, 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 très chouette modèle. Je suis complètement fan et je suis très, très honorée que Mylène ait créé cette petite merveille avec ma laine. Je trouve très généreux de sa part de faire un seul patron avec les 2 versions, et pull et gilet. Dans les testeuses, il y en a qui ont fait en Sirius, ça donne super bien. Il y a une version en Milky Way, la Garance premier bain, c'est magnifique. Il y a une version en Milky Way bois de Campèche, voilà. Et enfin, il y a d'autres versions, il y a eu beaucoup de testeuses, c'est très chouette. Et donc la semaine prochaine, quand le patron sortira, Mylène partagera tout ça et je partagerai avec vous aussi. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Je vais vous montrer. Alors, avec cette déstabilisation de il n'y a pas d'aiguille en fait, mais on est prête et voilà, et je vais pas attendre et voilà, j'ai refait, donc comme je vous le disais, un gros réassort sur le site de un peu de tout, et j'ai forcément focalisé mon attention sur la Milky Way, et donc je voulais juste vous présenter certains des coloris qui sont disponibles, entre autres en fait, j'ai pris au hasard, j'en oublie un. Mais ça fait, voilà, la gamme qui est disponible, mais il y a d'autres choses aussi sur le site. Vous avez le premier bain de Garance, de la Garance d'épuisement. Là, on était sur du cachou cochonnie, la noix de Galles. Là, on est sur du bois de Campèche, de l'hibiscus et forcément du curcuma. Parce que franchement, ne me dis pas que ce jaune ne met pas du soleil. Et en fait, je me vois déjà très très bien. En fait, j'aime beaucoup l'association gris-jaune. Et donc, je me vois très très bien le porter avec ma robe en éco-print, qui est quand même triste, portée toute seule. Et donc, du coup, le fait d'avoir un gilet court, jaune, c'est sympa. Donc voilà, ça, ce sont des exemples. J'ai aussi également remis de la twinkle pour les gens qui n'aiment pas l'effet moucheté du tissu. Et en fait, c'est ça l'idée aussi de Mylène, de proposer 2 versions dans 2 laines différentes pour que vous vous rendiez compte qu'ils fonctionnent très très bien aussi dans une laine non mouchetée et sans l'effet tuile. Mais voilà, mais donc tout ceci est disponible sur le site, entre autres, si vous voulez vous-même faire un gilet, ça y est. Au niveau de la quantité de laine nécessaire, pour les plus petites tailles, avec 2 écheveaux, on a assez parce qu'il est très court et que les manches sont courtes. Dès qu'on passe à la taille 40, il faut 3 écheveaux. J'ai pas pensé, je peux vite regarder si vous voulez. Petit intermède, je cherche dans mes mails. Où est-ce que j'ai rangé ce mail? Il est là. Parce que je n'imprime plus les patrons PDF, je les mets sur ma tablette. Et ma tablette, elle est là-bas en train de charger. Donc,
Donc voilà, et donc jusqu'à... Mais pour toutes les tailles, en fait, a priori, on a assez avec 3 écheveaux. Peut-être la plus grande taille, il en faudrait un 4e. La plus grande taille étant tour de poitrine 52. Enfin, taille 52, c'est pas tour de poitrine 52. Si t'as 8 ans, il te faut 4 écheveaux. Pardon. Donc voilà, donc comme ça vous avez la majorité des infos. Je suis extrêmement enthousiaste et très très reconnaissante vis-à-vis de Mylène d'avoir fait cette petite merveille, voilà, que je vais garder d'ailleurs. Hein, et on va passer au projet en cours. Oh, j'ai un demi-projet terminé. Ça compte? Je le mets dans les projets terminés ou je le mets dans les projets en cours? C'est la grande question existentielle. Hein. Si je retrouvais toutes les infos, qu'est-ce que j'en ai fait? Je n'ai pas pu résister. Donc ça fait, j'ai revérifié, 3 ans que je n'ai pas tricoté de chaussettes. Parce que, je vous l'ai expliqué, j'ai un kyste synovial ici et le mouvement de pince très serré risque d'augmenter le kyste, la fuite de liquide synovial. Et donc, quand si c'est trop gros, ça s'enflamme et j'ai toute la main qui dort, ce qui est extrêmement peu pratique. Le truc qui me blesse le plus, c'est tortillonner les écheveaux. Donc, du coup, j'ai complètement changé ma méthode. Changer les vitesses dans la voiture ou ouvrir les poignées de porte. Voilà, ce sont les mots. Et alors, râper du fromage. On a un truc à l'ancienne, là, pour râper du fromage. Et couper des légumes. Donc, voilà, mais donc, j'ai des attelles. J'ai 6 attelles. Il y en a dans toutes les pièces. Je passe mon temps à les laver, à les changer, machin. Et donc, j'ai 6 attelles. Et donc, je cuisine et je teins toujours forcément avec des gants pour protéger mon attelle. Et voilà. Donc, mais... Voilà, donc j'ai pas pu résister, malgré le fait que je ne tricote plus de chaussettes, pour acheter le livre 52 Weeks of Socks, édité par Laine Magazine. Voilà, vous avez la couverture sans la surcouverture que je viens de remettre pour vous montrer comme il est beau quand on le reçoit. Voilà, c'est un livre super épais, il n'est pas donné, hein, je l'ai payé 40 €, 39 €, 39 ou 49, je ne sais plus. Donc voilà. Et donc il y a 46 patrons de chaussettes. L'idée étant de se faire 52 semaines de chaussettes. Les patrons de chaussettes sont tous écrits par des designeuses différentes. Elles sont, je ne sais plus combien, mais un peu moins de 46 parce qu'il y en a certains qui en ont proposé 1 ou 2. Et en fait, ce qui me tentait fort, moi, c'était l'idée de... Elles annonçaient qu'il y avait aussi beaucoup de chaussettes en déca. Ce n'était pas que de la fingering. Je suis un peu déçue, j'ai mis des post-it, je crois qu'il n'y a que 5 modèles en déca. Mais bon, voilà. Le livre est un bel objet et voilà, je suis loin d'être la seule à l'avoir acheté, mais je continue à aimer les livres et vous le savez. Alors, le bouquin en lui-même, on a une page d'accueil. Les photos, en fait, c'est comme si vous aviez un Laine Magazine en main. J'ai quand même retiré la surcouverture, ça m'ennuie. Il est couvert... relié et la couverture est en tissu. Donc voilà, donc c'est vraiment un bel objet. Donc vous avez la liste des chaussettes qui sont disponibles avec le nom de la chaussette, le nom de la designeuse. Vous avez un mot d'introduction. Alors on reconnaît le layout laine, hein. C'est le même papier, c'est tout. Une double page, ça ce sont tout ce qu'il y a comme explication technique, la description des points utilisés. Et on attaque directement les chaussettes qui sont rangées en 4 séries. Avec là, on a de 1 à 13 et on a le nom des designeuses qui sont dans cette rubrique-là. Et donc, voilà. Et on a des photos absolument superbes, des modèles qui sont présentés. Et puis, on a les patrons. Et donc, vous retrouvez à nouveau, c'est le même univers que Laine Magazine. On a la page d'introduction du patron avec la taille de la chaussette, le matériel utilisé, le numéro d'aiguille et l'échantillon. Et puis on a le patron sur 1, 2, 4 pages en fonction des patrons. J'ai pas regardé encore en détail si quand il y avait un diagramme, il y avait aussi les explications écrites. J'imagine que ça dépend de chaque designer. Et ça continue comme ça. On a les 46 modèles. À la fin, on a encore 2 belles photos et c'est tout. Voilà, donc c'est un livre, si vous ne savez pas comment tricoter des chaussettes, c'est pas avec ça que vous allez commencer. Par contre, si vous avez déjà fait des chaussettes, allez-y. Les patrons sont tous plus beaux les uns que les autres. Je vais pas vous les montrer, ça, voilà. Allez voir sur Ravelry, les patrons sont tous présents sur Ravelry. C'est un très très bel objet. J'ai, moi, comme toujours, quelques reproches à faire. J'aurais aimé que pour chaque chaussette, il y ait un endroit où... en fait... un résumé de
on la tricote par les orteils, on la tricote par le haut, et est-ce que c'est... voilà, on a le numéro d'aiguille, hein, mais donc du coup, en fait, j'ai dû regarder patron par patron, en fonction du numéro d'aiguille, pour savoir si c'était des chaussettes qui étaient faisables avec ma main, elle foutue. Donc voilà, il faut tout lire pour savoir ce qu'on va faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. On n'a pas d'autres détails, pas d'autres informations. Les gens participants au projet ne sont pas mis en avant. Il y a juste leur nom, il n'y a pas de détails, il n'y a pas un petit texte d'explication, il n'y a pas une présentation des designers qui ont été... On a vraiment juste... Ouais. Et donc, moi, j'avais flashé sur ceci, les Elves Slippers, qui se tricotent en 3,25 et qui est fait ici avec une laine DK. Pour le modèle présenté, est-ce qu'on a une autre photo? Alors vous voyez, le patron fait une page et puis on a le diagramme. Dans le patron, il y a 7 ou 8 lignes dont je n'ai rien compris. Je reviens au même problème qu'il y avait dans le Laine Magazine, c'est qu'on ne comprend pas toujours tout. Et on ne sait pas, en fait, là, elle dit, il faut monter autant de mailles, et puis il faut faire ci, puis il faut faire ça, mais elle n'explique pas à quel endroit où on est. Donc voilà. Donc, j'en ai fait une. Et je suis extrêmement triste de mon choix de couleur. J'ai utilisé, j'avais en stock, j'avais acheté plein d'échappées laine dans le but de faire des jacquards, des bonnets, des machins comme ça. Voilà, Échappée Laine, c'est une société française de laine qui a malheureusement arrêté son activité il y a un peu moins d'1 an. Et donc ça, c'était la base, l'original, qui était 50 grammes pour 100 mètres, donc de la DK. Et j'avais, entre autres, ces couleurs-là. Et donc je me disais que ça pouvait être sympa. Malheureusement, le contraste n'est pas assez fort. Et on voit moins le motif et le rouge danse sur le gris. Bon, voilà. Donc, mes Elves Slippers, on commence par un Turkish Caston bicolore. Mais on ne nous dit pas, en fait moi je croyais qu'on commençait par la pointe et donc je ne comprenais pas pourquoi ça ne ressemblait pas à la pointe de la photo. Vous voyez qu'il n'a rien à voir avec cette pointe-là. Mais non, on commence par le talon et alors on fait des augmentations, mais les augmentations on est directement dans le motif. Donc en fait, c'est vous montez autant de mailles en bicolore, c'est le rang 1 de votre motif, et puis vous continuez le motif numéro 1, le diagramme numéro 1. Et donc, je me suis un peu plantée parce qu'il y a des trucs que j'ai pas compris, il y a une augmentation que j'ai faite, il y en a une autre que j'ai pas faite parce que j'ai pas compris où j'étais. Quand on a fini cette partie, ceci, donc on a un talon, on met en attente sur un câble les mailles de la moitié du chausson, on remonte sur l'aiguille ces nouvelles mailles-là, et on continue à tricoter en rond le deuxième diagramme, autant de fois que nécessaire pour arriver à X centimètres de l'orteil, du bout de l'orteil. Et ensuite, on entame des explications, pour ceci, des diminutions. Pour ceci, on n'a plus de diagramme, donc débrouille-toi. Débrouille-toi. Et alors, on termine par un I-cord perpendiculaire pour finir la pointe, pour avoir justement cet effet qui me plaisait beaucoup, et que je trouvais sympa, et qui m'intriguait, et que je voulais savoir comment c'était fait. Voilà, si je cache mes yeux, est-ce qu'il fait mieux le point? Donc voilà. Et donc il y a un motif très subtil qui malheureusement n'est pas complètement visible. Voilà. Mais j'avais bien l'idée, je trouvais l'idée d'avoir des gros chaussons épais un peu courts. Après on vient juste reprendre les mailles qui sont en attente, on relève les mailles qu'on a remontées sur le câble, on reprend les mailles qui sont en attente sur le câble, avec la couleur principale, on fait quelques rangs en jersey et puis on fait un gros boudin en I-cord. J'ai pas bloqué, je l'ai pas terminé, j'ai pas commencé la deuxième. Je suis un peu dans le... Elles sont chouettes, mais ça en plus. Par contre, alors vous voyez, j'ai fait un essai. J'aurais pu le faire sur un échantillon, mais non, je l'ai fait directement. J'ai joué sur la dominance des couleurs. Sur cette partie-là, j'avais le gris à l'arrière, le rouge à l'arrière. Et sur cette partie-là, j'avais le gris à l'arrière. Et donc, on voit vraiment comme le volume change. Et donc, en fait, j'aurais peut-être dû continuer. Parce qu'en fait, je crois que c'est dit qu'il faut mettre telle ou telle couleur en dominante. Qu'il faut mettre donc du coup... Donc là, ma couleur principale, c'est le gris. Et la couleur contrastante, c'est le rouge. Et donc, il est indiqué... je ne sais plus. Enfin, voilà, mais je me suis dit, ah, mais je vais mettre le contrastant en dominante. Et finalement, j'aurais peut-être pas dû parce que c'est ça qui fait que ça danse. Mais ça se voit mieux à l'écran qu'en vrai. En vrai, on n'a pas un contraste à ce point-là. Veuillez m'excuser, il y a un hélicoptère qui passe. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Donc voilà, mais donc j'ai mon Elves Slippers numéro 1. Voilà, on verra quand je ferai le deuxième, si je fais un jour le deuxième. Je suis un peu déçue en fait de mon choix de couleur. J'aurais dû, mais j'ai pas de laine DK blanche qui conviendrait pour faire ce genre de projet.
Donc, et là, vous êtes tous en train de dire, oui, mais t'as 2 cônes, hein, juste là, de décalage. Oui, mais bon, c'est pour faire autre chose. C'est pas pour faire des elves slippers. Slippers, ça veut dire chaussons. Bon, voilà. Je suis un peu... voilà, mais c'est pas... Mais le livre est super beau. Si vous aimez les chaussettes, si vous aimez tricoter des chaussettes, adoptez-le d'urgence, quoi. C'est vraiment un bel objet. Moi, je l'ai acheté sur le site de Cross & Moods. Il était en précommande. Ah, mais voilà, une autre photo où on voit vraiment, vraiment mieux le... Après, c'est tout l'univers de laine. Hein. Les photos sont magnifiques. Le graphisme est simple, condensé. Mais je pense que chacune a écrit son... Je sais pas. Il y a Marion Yoharma a un modèle qui est dedans. Voilà, il y a des modèles d'Isabelle Kramer, il y a des modèles de Caitlin Hunter, il y a des trucs très très moches, il y a beaucoup beaucoup de choses très 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 belles par contre, mais vraiment très très belles. Donc voilà, il y a des laines chères, il y a des laines pas chères, mais on n'a pas de conseils d'autres laines à utiliser, il n'est pas écrit ma laine est de tel type, non, j'ai utilisé telle laine. Donc voilà, je suis un peu entre deux, je pensais que ça serait plus complet en fait. C'est surtout c'est un almanach pas trop. Mais il y a pas, on n'est pas encadré autour du tricot de la chaussette. Voilà mon point de vue. Mais c'est un objet magnifique. Donc voilà. Donc j'ai fini mes objets terminés. Et donc j'ai utilisé franchement moins que la moitié de mes 2 pelotes de 50 grammes. Donc j'ai largement assez avec mes deuxièmes pelotes pour faire une deuxième chaussette, un deuxième slipper, un deuxième chausson. Voilà, j'ai fini mes objets terminés. Comme ça, la partie objet en cours paraîtra un peu moins longue, parce que comme j'ai pas encore commencé le deuxième, c'est pas un cours, c'est un demi-terminé. Half, FO, comme diraient les anglophones. Donc voilà, on passe aux objets en cours. Les tricots en cours, je vais commencer par le plus gros, c'est-à-dire le Elena de Junko Okamoto, donc vous venez de voir passer la photo, qui a bien avancé. Alors pour rappel, je le tricote en boucle laine. Voilà l'étiquette. Boucle laine. Ça ne fait jamais la mise au point, mais j'essaie de me donner l'impression que ça fait la mise au point. C'est leur mélange 80% roussin de la Hague et 20% alpaga. Coloris bleu canard et coloris opale de feu. Je n'ai pas l'opale de feu parce que j'ai déjà rangé. Voilà le bleu canard qui comme d'habitude. Voilà, là il est presque bon parce qu'il est un peu plus vert que ça, c'est trop bleu. Celle-ci plus vert. Le grand débat de est-ce que le canard il est bleu ou il est vert dans les couleurs. Et voilà, mon homme il dit mais c'est du turquoise. Non, non, c'est du canard. Attention. Bref, le Elena de Junko Okamoto. Comment est-ce que je fais pour pas faire de bêtises? Ah, bien avancé. Ah, bien avancé. Si vous vous souvenez, lors du dernier épisode, j'avais fini la partie jacquard, j'avais fait mes 2 épaules et j'entamais les côtés. Donc, il commence à ressembler à un pull. Si je vous le montre comme ceci. Alors, pour rappel, on fait un montage de beaucoup de mailles, de l'encolure. Voilà, parce que maintenant, je peux vous montrer, ça ressemble à quelque chose. On monte ces mailles-là. On met 4 anneaux marqueurs qui vont déterminer le milieu du devant et le milieu du dos. Parce qu'on a la même encolure devant et derrière. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Et donc, on fait des côtes en faisant directement des augmentations. Et alors, vous voyez, on a des augmentations qui continuent. Vous voyez rien du tout. Des augmentations qui continuent. Oh, j'ai du mal, hein. Voilà, ici tout le long, comme ça. Et donc, en fait, on tricote un énorme rectangle. D'abord les côtes, puis on a le motif de jacquard. Et puis, on a ce petit point-là. Et ensuite, on vient former les épaules avec ce jeu de rangs raccourcis d'un côté, ensuite de l'autre. Et on refait le point texturé qui est ici, qui du coup, sur le devant et le dos, est plus rapproché, puisqu'on n'a pas fait les rangs raccourcis à cet endroit-là. Vous voyez, ça commence à ressembler à un pull, hein, quand même. Donc voilà. Ah, ensuite, on travaille un côté et puis l'autre. De nouveau avec un système de rangs raccourcis. On va mettre les mailles des manches en attente. Les manches sont très larges, donc on met beaucoup de mailles en attente. Et alors, c'est le seul truc qui change en fonction des tailles. On remonte un certain nombre de mailles. Et ces mailles-ci, on va les tricoter en côte torse
avec à chaque extrémité, à chaque fois, on tricote 2 mailles ensemble ou un SSK avec les mailles du côté. Puisqu'en fait, à la base, cette partie-ci était aussi large que le devant et le dos. Et donc, on vient rapprocher les deux, le devant et le dos progressivement avec en tricotant les mailles ensemble. Et donc, on fait ça X fois pour arriver à la hauteur préconisée par le patron. Qui fait que tout se met bien. Et on fait ça d'un côté, ensuite on fait ça de l'autre. Ensuite, ça c'est la partie que je viens de finir, on entame la bordure inférieure par un jeu de rangs raccourcis, encore et toujours, qui fait qu'on va avoir, vous voyez, alors là on est sur le devant, je n'ai fait que 2 rangs de côte, alors qu'à l'arrière on en a déjà une vingtaine, pour que le dos soit un peu plus long. Et donc on a un jeu de raccourcis qui vient de là à là. Donc en fait on fait le jeu de raccourcis d'ici, comme ça, jusque là-bas, et puis un demi-tour, et ainsi de suite, en terminant de rabattre les mailles qui sont de part et d'autre. Alors, le patron, ça a l'air impressionnant comme ça, c'est Junko Okamoto. En fait, il ne faut pas se demander ce qu'on fait et pourquoi on le fait. On suit les instructions. Et tout est correct d'une maille à chaque fois. Il n'y a jamais une maille de trop, une maille trop peu. Il n'y a jamais un moment où on se dit « Mais pourquoi je viens de faire ça ?» Non, enfin si, on passe son temps à se dire ça. Mais en vrai, ça se construit vraiment tout seul. C'est super intuitif, c'est super bien foutu, c'est super bien expliqué. Le patron fait beaucoup de pages. Hein. Et alors certains rangs, dans les explications, ça fait ça d'explication. Mais parce que, à ce moment, au moment des rangs raccourcis... Attendez. Parce qu'évidemment, il y a mon fil qui se promène dans tous les sens. Au moment des rangs raccourcis, vous le voyez, on a des marqueurs ici qui entame le début du motif, la fin du motif, mais on a toujours également les marqueurs de notre diagonale qu'on dessine depuis le début. Puis on a le marqueur de début de rang. Et en fait, entre-temps, là, maintenant, on a dû supprimer des marqueurs parce que les marqueurs de début de côté et de fin de diagonale se sont rejoints. Mais en fait, ils sont définis dans le patron, ils ont chacun une couleur. Et donc, on tricote jusqu'à M rose. On fait ce qu'on doit faire après M rose. Et puis, on tricote jusqu'à M orange, et ainsi de suite. Et donc, on s'y retrouve tout à fait. L'idéal, ça serait peut-être carrément de mettre un marqueur des couleurs préconisées. Et alors, hop, on sait exactement ce qu'on doit faire. Moi, j'ai utilisé des marqueurs différents. J'ai utilisé mes marqueurs ronds en plastique pour la partie des rangs raccourcis de côte. Et j'avais des marqueurs métalliques, des petits anneaux métalliques qui indiquaient mes diagonales de la construction de ce grand rectangle de base. Donc voilà. Alors, ça va être un truc très très court. Il va être trop court pour moi, je pense, sauf qu'en fait, je me rends compte que l'air de rien, une fois que je tirais bien dessus, il m'arrive déjà aux hanches. Je suis maintenant encore censée faire 20 rangs, ce qui ferait à peu près ceci, de côte-torse. Je vais peut-être faire plus, je ne sais pas encore. En fait, je termine mon deuxième écheveau de bleu, et il me reste ceci. Donc, je vais finir ça, et je vais mettre le corps en attente, et je vais m'occuper des 2 manches. Donc voilà, donc dans 2-3 rangs, et en fait, je ferai les manches et puis je le passerai pour voir ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, je n'étais pas convaincue non plus de vouloir garder l'encolure dos fermée comme ça. Et donc, je viendrai peut-être faire une petite couture sur 10 cm dans le dos pour que ça vienne se fermer. Mais pour ça, il faut que je le passe. Alors, c'est pas de nouveau le gilet, le pull le plus féminin, le plus élégant, mais qu'est-ce que c'est canon et qu'est-ce que c'est amusant à faire, quoi. Et franchement, ce motif super graphique et fleuri en plus. Parce que des fleurs graphiques, c'est de double bonus, quoi. Et ça change tous ces jacquards qu'on voit passer pour le moment. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Donc, voilà, je suis complètement fan. Vraiment complètement fan. Et je vous l'ai dit, j'avais hésité sur les couleurs et tout ça. La seule chose dont j'étais sûre, c'est que je voulais un bleu, soit de bleu marine, soit de bleu canard. Et donc, voilà. Et que je voulais la laine de boucle laine pour le faire. Et il se tricote en 3,5. Hein, donc, je suis en 3,5. Donc, voilà. C'est un projet au très long cours. Je l'ai commencé début décembre. Non, en fait, je l'ai commencé vers Noël. Je ne sais plus. Bref, je m'éclate. Après, maintenant, bon, les centimètres de côte torse, c'est pas génial. Alors, je me suis rendu compte que les côtes torse, ça me faisait mal au poignet. Donc, j'en fais max 4-5 poignées à la fois. 4-5 rangs à la fois. Et puis, je passe à un autre projet. Ce qui explique aussi un peu la dispersion qui va suivre. Mais j'ai hâte de commencer les manches parce que les manches, de nouveau, il y a plein de motifs. Il y a des côtes, il y a des machins. Je ne vais de nouveau pas m'ennuyer.
Voilà. Et donc j'ai encore un écheveau complet, donc 200 grammes, un deuxième qui n'est pas encore mis en pelote. Et alors pour le orange, j'ai utilisé à mon avis 20-25 grammes. Donc j'ai encore quasi un écheveau complet, mais que je n'utiliserai pas. Je ne ferai pas par exemple pour le plum. J'étais venue remettre les poignets et les côtes du bas dans la couleur, mais ça c'était lié à mon choix de couleur. Ici j'ai vraiment envie qu'il soit juste bleu avec le dessin, le jacquard orange. J'adore. Je m'éclate. Deuxième projet en cours qui est encore plus au long cours. C'est le retour du Regan. Je n'ai plus les étiquettes. Le Regan en Eden Cottage Yarn. Voilà la laine grise. Voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Je tricote du gris. Donc, il y a 3 ans, j'avais acheté 4 écheveaux de Eden Cottage Yarn grise avec des petites speckles rouille. C'est leur base 100% mérinos dans mon souvenir. Je ne connais plus son nom exact. Je ne sais même pas si c'était un coloris limité dans le but de faire un gilet. Et puis finalement, en fait, j'ai commencé le gilet et ça, j'étais pas convaincue. Et surtout, je me suis dit, mais pourquoi je veux un gilet gris? Bizarre. Donc j'ai laissé ce truc de côté. La laine était en pelote. Enfin voilà. Et puis est venu, ben voilà, c'était il y a plus d'1 an en fait. C'était il y a longtemps, je travaillais encore, et donc de temps en temps je me disais mais il me faudrait juste un gilet plus sobre que mes orange, rouge, vert, bleu, curcuma, enfin voilà. Donc si je me faisais quand même ce gilet gris, mais alors je me ferais un bon classique passe-partout, mon favori, le gilet Regan, en changeant la dentelle. Et c'était surtout, ah ben oui c'est ça, mais je l'ai commencé en avril l'année passée, parce qu'il me fallait un projet nomade pour partir sur les festivals, puisque j'avais le Knit It, le fil de la Manche et Amsterdam qui se suivaient directement. Et je m'étais dit, l'ennui mortel de la longue bande de jersey suivie des 2 manches à tricoter, c'est parfait pour les trajets et pour tricoter sur le festival. Donc en fait, j'ai fait ma longue bande de jersey, mes 2 manches, et celles-là, elles sont faites depuis août, septembre, voilà, je ne sais plus exactement. Et mon idée était de changer de dentelle. Alors, j'ai un problème, c'est qu'en fait, la laine, je la trouve très jolie. Elle a un joli côté irisé, on dirait presque qu'il y a de la soie dans le fil, alors que je suis sûre qu'il n'y en a pas. On dirait presque qu'elle est vraiment très très belle. Et j'aimais beaucoup, en fait, le côté avec les petites taches de rouille qui apparaissent par-ci par-là. Par contre, ce côté très marqué, et c'est à peine moins contrasté en vrai qu'à la caméra, de laine variée, je suis pas contente, j'aime pas. Et en plus, les écheveaux sont extrêmement différents. Vous le voyez dans ma manche. Ça, c'est mon premier écheveau qui m'a servi à faire le dos, la première manche, et cette partie de manche. Et puis, j'ai changé d'écheveau. Alors, vous allez me dire, t'avais qu'à alterner tes écheveaux. T'aurais moins cet effet de pooling et le contraste. Mais quand même, je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait, dans mon deuxième écheveau, il y a 0 tache rouille. Donc voilà, et c'est pourquoi j'avais acheté la laine, ou quasi pas. Hein. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout, et on n'est carrément pas dans le même gris. Quoi. Ce gris-ci est plus plus chaud que celui-là. Donc, voilà. Donc j'ai commencé le motif. Je reprends le motif de mon patron de bonnet It All Starts With One. Et alors j'étais coincée des 2 aiguilles dans l'anneau marqueur pour ne pas perdre mon anneau marqueur. Et je n'arrivais plus à en sortir. Et donc j'ai commencé le motif. J'ai déjà fait une répétition ou 2 du motif. Une répétition du motif. Voilà, et je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc en fait, le Regan, normalement, elle nous dit à quel endroit on vient relever des mailles. Et elle dit qu'il faut relever une répétition de X mailles plus autant pour les bordures. Mais donc moi, j'ai fait la même chose. J'ai relevé mon motif est sur 12 mailles. Et donc j'ai relevé par 12 mailles, 2 mailles sur 3. En comptant, tac, 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 tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et donc dans mon motif, il y a 11 mailles en droit, une maille en vert. Et donc j'ai directement fait ma maille en vert en relevant les mailles. Je relevais 11 mailles en droit, je faisais une maille en vert au fur et à mesure où je les tricotais. Et donc voilà, et donc j'ai entamé le motif. Je m'étais dit que ça serait un projet voiture compatible, mais pas quand il y a tempête de vent et tempête de neige, c'était pas possible. Donc j'ai un peu avancé en voiture, et puis c'était quand même pas très confortable et très agréable. J'avais quand même plus envie de regarder la route et les beaux paysages enneigés. La vie en noir et blanc. J'ai traversé la Belgique en noir et blanc. J'aime pas la neige. Donc voilà, donc j'avance. Voilà, je le fais sans excitation. Je suis vraiment déçue par la couleur. Voilà, c'est pas le travail de... C'est moi, c'est que j'étais acheté du gris, quoi. Donc je suis en train de me demander si je vais pas faire une tentative de teinture. Premier bain de Garance. Ou si je veux garder l'idée d'un truc, d'avoir un Regan dans un ton plus neutre, le teindre à la noix de Galles et nuancer au sulfate de fer par après. Troisième en cours. Je vous en ai parlé juste avant. Il n'est pas très grand.
je vous représente Pollux et Hello Ta Okashu Kosheni. Je vous avais dit quand j'avais fait le récapitulatif sur tous mes projet de 2019 que j'avais quand même été franchement égoïste et que c'était pas bien et que j'allais essayer de faire plus de bonnets éventuellement à donner pour des associations de sans-abri ou pour les associations qui accueillent les migrants et les réfugiés. Et donc je m'étais dit que la bonne idée serait de faire un bonnet par mois, sauf qu'on est déjà début mars et que j'ai pas encore fait de bonnet parce que je suis nulle, parce que je reste une grosse égoïste quand je tricote, et peut-être pour le reste aussi. Et donc voilà, et donc en fait au moment de partir pour la Suisse, je me suis rendu compte que le Helena il n'est pas transportable, le Regan j'étais pas sûre qu'il soit transportable, refaire le deuxième chausson c'était pas transportable, donc il me fallait un projet simple et transportable, et a priori même dans ma laine pour tricoter pendant le salon. Donc, j'ai monté un bonnet avec mes réseaux de laine qui étaient là et qui attendaient cet épisode de podcast pour vous être montré. Donc voilà, voilà. Oh, j'ai pas eu le temps de tricoter. C'est le bon côté. J'ai pas eu le temps de tricoter pendant le festival. Donc j'avais monté mes mailles. Donc je suis sur un échantillon DK. Je fais la bordure en 3,5. J'ai fait le montage à l'italienne. Je fais des côtes 1-1. Je vais faire des côtes 1-1 sur 10 cm pour qu'il y ait une bordure épaisse. Et puis je vais juste faire en jersey. Et donc voilà, il sera pour le prochain festival, c'est-à-dire pour Lyon. Vous me verrez tricoter un bonnet en DK. Et donc l'idée, en fait, l'idée aussi, c'est peut-être d'utiliser plus. J'ai plein de demi-écheveaux, de demi-pelotes, de bouts de pelote des chevaux de DK. Et donc essayer de faire plein de bonnets, soit à donner aux proches s'il y en a il y en a un qui me dit ah ben j'aime bien celui-là, je le prends. Soit à donner de façon utile et intelligente à des gens qui en ont vraiment besoin. Contrairement à moi qui ai déjà 12 bonnets. Bon bref, c'est pas bien. Donc voilà, mais donc mon bonnet. Le Helena n'étant pas complètement évident non plus, je me dis, quand j'ai pas la tête à tricoter de Helena, je peux peut-être aussi un peu avancer mon bonnet. Voilà. Et je l'avais rangé dans ma très 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 jolie trousse en cuir de Atelier Camélire. Donc vous connaissez le travail de la porcelaine, mais qu'il faut aussi un travail de cuir complètement incroyable. Et voilà, donc on avait fait un échange de diverses choses, et elle m'avait proposé dans l'échange de prendre quelques boutons et qu'elle me ferait une surprise, et la surprise c'était ceci. Donc j'ai cru que j'allais collapse comme on dit en anglais. Voilà, j'en suis complètement dingue, et donc elle est juste parfaite pour mettre un bonnet ou une paire de chaussettes. 4e en cours. Attention, vas-y, mettez vos lunettes de soleil. J'ai recommencé une paire de chaussettes parce qu'en fait, quand j'ai fait les chaussons, ça m'a tellement plu que je me suis dit merde. Et en plus, toutes mes chaussettes commencent à être vraiment usées. Donc, ça fait 3 ans que j'en ai pas tricoté. Et j'ai 6 pelotes de laine à chaussettes que j'aime d'amour. Donc, j'ai recommencé des chaussettes. C'est pas bien, hein. Mais je fais attention. Je fais pas trop à la fois. Entre guillemets. Tada! Pourquoi il y a... Ah, c'est un peu de Milky Way qui est perdu sur la chaussette. Alors, la laine. Donc, je l'ai depuis 3 ans. Ma dernière paire a été tricotée... J'exagère, 3 ans, en fait. C'est décembre 2017. Ça fait 2 ans. Ça va. J'ai pas tricoté de chaussettes en 2018 et pas de chaussettes en 2019. Ah si, j'avais tricoté une paire en 2018, c'était pour vous présenter Gaïa. Mais c'était pas 2 chaussettes les mêmes, donc je peux pas les porter. Donc, c'est de la West Yorkshire Spinners signature 4-ply, 75% laine, 25% nylon, 400 mètres au 100 grammes, contient 35% de Blueface Leicester. Et alors, le coloris n'est pas écrit. Dans mon souvenir, il s'appelait Paradise. En fait, j'avais acheté, vous vous souvenez peut-être de mes chaussettes de Noël d'il y a 3 ans, qui étaient mes dernières chaussettes, les West Yorkshire Spinners. Et c'est les chaussettes que j'aime le plus. Non, j'aime le plus la laine de toutes les laines à chaussettes que j'ai pu utiliser. Et je les mets tout le temps, toute l'année. Et on s'en fout comme ça, c'est Noël, toute l'année. Et donc, du coup, je me suis dit, si je refais des chaussettes, et en plus, enfin voilà, depuis que j'ai acheté cette laine, je veux faire mes chaussettes arc-en-ciel. Donc, je suis en train de faire mes chaussettes arc-en-ciel. J'ai commencé par les orteils. En fait, j'ai retrouvé mes notes. J'ai remonté le même nombre de mailles. Je tricote sur les mêmes aiguilles que j'ai fait mes chaussettes de Noël. Et donc, j'ai retrouvé mes notes. Et donc, j'ai fait Turkish Caston de 12 mailles. De 14 mailles. Donc, 28.
Et j'ai augmenté mes orteils jusqu'à avoir 64 mailles au total, c'est-à-dire 32 mailles sur chaque aiguille. Et je tourne en rond. Et j'avais vu que sur mes chaussettes de Noël, j'avais fait 4 répétitions de la couleur après l'orteil. Donc j'ai fait 4 répétitions de la couleur après l'orteil. Et alors je comptais faire... je m'étais dit que j'allais faire le talon en raccourci, puis je me suis dit non, parce que ça allait foutre en l'air mon... Ça serait moche, parce que du coup là, j'aurais pas un suivi dans les couleurs. Donc j'ai mis... je viens de passer la ligne du talon. Et je vais continuer à tricoter en rond jusqu'à ce que ma tige de chaussette soit aussi longue que le pied de la chaussette. Et puis je ferai 5 cm de côte 1-1. Classique de chez Classique, je tricote juste en rond. Alors, ces chaussettes ont été tricotées pendant l'aller-retour en Suisse. Donc nous avons ici... donc j'avais fait juste ça. Avant de partir, j'avais fait les 2 premières rayures que j'avais montées sur 2 aiguilles séparées. Puis j'ai réuni les deux. En fait, c'est une grosse pelote. Donc j'ai elle qui faisait pas 100 grammes, qui faisait 96 grammes. Je tiens à signaler. C'est toujours plus ou moins. Hein. C'est même nos écheveaux en fait. Hein, c'est plus ou moins. Et donc j'avais une grosse pelote qui faisait 96 grammes. Quoi j'ai pesé. Donc j'ai mis en pelote la pelote. J'ai remis en cake en pesant ma pelote. Et quand j'avais utilisé 48 grammes, j'ai coupé mon fil. Et j'ai fait une pelote avec la suite, enfin j'ai fait un cake avec la suite de la pelote pour que les couleurs soient dans le même sens. Parce que si je repartais de ma pelote, ben, j'aurais eu les couleurs qui étaient dans un sens inverse. Elle réfléchit la fille. Hein. C'était avant d'aller en Suisse, donc j'avais encore les neurones voilà, que je possédais avant de partir en Suisse. Voilà, et donc du coup, ben, j'ai mes 2 petits cakes, j'ai monté sur 2 aiguilles séparées le Turkish Custom, parce que comme ça faisait longtemps, j'étais pas sûre de pouvoir gérer directement le Magic Loop avec 2 chaussettes en même temps. J'ai monté le Turkish Custom, j'ai fait mes 2 premières rayures, et je me suis dit, ok, c'est en backup pour partir, si j'arrive pas à tricoter le Regan, et donc j'ai bien fait. Et donc ceci a été tricoté en traversant la Belgique sous la neige, ce qui nous aurait dû nous prendre 1 heure et avec une autoroute fermée à cause d'un accident grave. Ensuite, nous avons ceci qui a été tricoté au Luxembourg, où l'autoroute a de nouveau été fermée. Et puis après, la nuit est tombée et il y avait tellement de vent que je n'arrivais plus à tricoter, donc j'ai plus vraiment tricoté. J'ai dû arriver... En fait, le trajet aller va jusque-là. C'est facile. Trajet aller vers la Suisse. En faisant les 2 en même temps. Sachant qu'il y a 2 heures ou 2 heures et demie pendant lesquelles j'ai pas tricoté. Et je n'ai pas tricoté en attendant la douane. Et je n'ai pas tricoté une fois qu'on avait passé la frontière. C'était plus possible. C'était belle. Oh, je ne l'avais pas encore fait cette tête-là. Voilà. Et donc après, nous avons le trajet retour de la Suisse. Ça a été tricoté avant la frontière. Je me suis dit, je vais retenir la couleur où j'en suis. Et cette fois-ci, j'ai pris mes chaussettes pour le passage de frontière. Donc, toute la paperasse qu'il faut faire. Et donc, en fait, maintenant, j'ai un agent de douane qui s'occupe de mon dossier. Mais elle doit quand même faire beaucoup d'encodage et tout ça. Je n'ai pas compris. Hein, parce qu'elle fait 6 ou 7 papiers qui ensuite sont transmis à la douane en Suisse. Qui refait 6 ou 7 autres papiers. Puis qui fait plein de petits cachets. Et puis après, on va à la douane allemande qui refait d'autres papiers et d'autres cachets. Et puis, on reçoit un document qu'il faut aller mettre dans le petit tiroir. C'est comme une cabine de péage, sauf que c'est une cabine de douane. Et donc, il y a un petit tiroir qui sort et on met le truc. Sauf qu'en fait, c'est pas prévu pour les voitures, c'est prévu pour les camions. Et donc, j'ai dû sauter comme une dingue pour aller foutre mon petit papier. Bref. Et donc, en fait, pendant le... J'ai pris mes chaussettes dans mon sac en me disant on va devoir attendre 3 heures. Et en fait, on était à la douane de nouveau en même temps que Emma et Neil de Grey Ship Co. Et donc, on a beaucoup papoté, mais je tricotais quand même. Donc, ce sont mes 3 heures à la douane tout en papotant. Et ça, c'est le reste du trajet pour rentrer à la maison. Il restait 4h30 de route, à peu près. Mais j'ai pas tricoté tout le temps, parce qu'à un moment donné, j'en avais marre. Et puis, j'ai fait un tout petit peu de bonnet. Et puis, j'ai quand même fait un rang ou 2 des Regan. Donc, voilà. Donc, ce sont mes chaussettes dont les pieds seront les pieds suisses. Et on verra si je les avance ou si je les garde pour le trajet pour aller à Lyon. Parce que du coup, ça sera moitié Suisse, moitié Lyon. Parce que Lyon, c'est aussi 6 heures aller, 6 heures retour. Donc, je devrais avoir fini mes chaussettes sur les 2 trajets. Et il me restera les bonnets. Les bonnets de talons. Oh là là, mais empêchez-moi de parler. C'est pas bien d'être dans un état pareil et d'enregistrer un podcast.
podcast. Veuillez m'en excuser. Alors, je n'ai pas acheté de laine depuis longtemps. Je n'ai pas acheté de laine en Suisse. J'ai même pas fait vraiment de tour parce que je craque sous la laine et que pour le moment, les envies de projet sont liées aux laines que j'ai. Donc, ça sert à rien et je me disperse trop. Je veux finir mon Helena. En fait, je veux même si j'ai pas l'air, hein, mais en fait, en vrai, le bonnet et les chaussettes, c'est plus pour avoir un projet normal. Je vais peut-être plus y toucher avant 3 siècles et demi. Le Regan, ça va être par phase. Tout d'un coup, je vais me dire, allez, fais 10 cm de ton Regan. Si tu l'as fini dans 3 ans, tu l'as fini dans 3 ans. J'ai travaillé sur un nouveau design aussi qui est fini et dont le test commencera lundi. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur Patreon. C'est sur Patreon que ça se passe pour le moment. Elles sont au courant, et je dis elles parce qu'il n'y a que des madames, donc je peux. Elles sont au courant, et donc elles ont vu le projet terminé, le patron est rédigé, donc il est bloqué, en cours de blocage. Mais donc voilà, je suis en train de travailler sur ça. Et donc voilà, j'ai d'autres envies, j'ai d'autres laines à moi que j'ai envie de tester ou de transformer. Donc je n'ai pas acheté de laine, sauf que j'en avais acheté en mai l'année dernière. À Amsterdam, j'ai rencontré Coty de Nomad Nose, qui est une nouvelle marque de laine. Je vais vous mettre dans le bon sens, ça n'a pas d'importance. Nomad Nose, donc c'est une Suissesse qui travaille directement avec une coopérative qu'elle a montée ou qu'elle a aidé à monter au Tibet, au Népal, en Mongolie. En Mongolie. Je le savais il y a 1 an, hein, mais bon, enfin, il y a 10 mois quand j'ai acheté la laine. Donc on s'est rencontrés au salon au Breedagen à Amsterdam, et donc j'aimais beaucoup. Donc ce sont des laines de yak ou de chameau de Mongolie. Et donc en fait ça fait vraiment retravailler des gens sur place, parce que tout ce qui est yak, chameau et compagnie, c'est racheté par la Chine, transformé par la Chine et puis redistribué après en France, en Angleterre, en machin et tout. Mais donc les gens sur place, ils sont serrés. Enfin voilà, on serre les cordons de la bourse, je dirais. C'est-à-dire que la Chine qui rachète, c'est au moins cher, on s'en fout de la qualité, on trie plus, enfin voilà. Et donc c'est la laine de yak que vous allez trouver en grosse quantité, en grosse production. C'est souvent sans respect de l'éleveur et du travail artisanal. Et donc du coup, Nomad Nose veut redévelopper en local des gens qui peuvent survivre en élevant des yaks et des chameaux sans devoir passer par la mondialisation et l'hyper-commercialisation de leurs produits à des prix beaucoup trop bas. En plus, la laine est complètement transformée sur place et elle est filée à la main. Oui, madame. Et oui, monsieur. Et oui, mademoiselle. Et oui, les petites enfants. J'arrête. Et donc, c'est un produit très, très précieux et complètement hors de prix. Alors, Nomad Nose, quand elle a lancé son projet, elle a contacté des designers. Elle leur a envoyé la laine et elle leur a proposé à chacune de faire des designs. Et donc, en fait, à partir du mois de mai l'année passée, on commençait à apparaître des designs. Et en fait, juste avant de partir à Amsterdam, sur Ravelry, j'ai vu une étole de Sari Nordlund, donc la même dame qui a fait le poète. J'ai eu un coup de cœur absolu. Et puis, je me dis, mais c'est quoi ce truc Nomad Nose, machin, et puis je suis, ah, mais tiens, mais je la vois ce week-end. Donc, je vais aller voir ce que c'est comme laine. Je connaissais pas le projet. Donc, j'ai beaucoup discuté avec Coty. C'est vraiment, elle est passionnante. Et elle est très, très concernée et très, très investie dans sa mission de revalorisation. Et donc, elle avait la laine. Moi, je m'étais dit, si je vends bien, ben, je peux m'acheter de la laine. Voilà. Mais voilà. Après, j'ai pas beaucoup vendu. Et en plus, elle me dit, oui, mais attends, la marque n'existe pas encore tout à fait. C'est-à-dire qu'elle avait la production genre 2018 sur son stand, c'est-à-dire très très peu de laine. Mais surtout, ils étaient en train de faire un crowdfunding pour financer la production 2020. Et donc, elle me dit, plutôt que d'acheter les 6 chevaux ici maintenant, sachant que tu n'as pas l'argent en plus, participe au crowdfunding avant la fin du mois de juin. Et moi, ça m'arrange mieux, puisque ça fait monter mon crowdfunding pour arriver, parce qu'à ce moment-là, elle est encore très loin du palier à atteindre, et tu payeras un tout petit peu moins cher le même produit. Je dis, ok. C'est ce que je vais faire. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai attendu. Et puis, en fait, on approchait de mon anniversaire. Je me suis dit, ça va être mon beau gros cadeau d'anniversaire. Ça va être la laine Nomad Nose. Et donc, j'ai participé au crowdfunding.
Et on était prévenu que la laine arriverait entre septembre et novembre, en fonction de la production, de la fabrication, du filage, et en fonction du nombre d'écheveaux. Et donc, les écheveaux, en fait, sont filés à la main, et sur chaque écheveau, on a la photo de la madame qui l'a fait. Je trouve ça super adorable, on a son prénom, et c'est écrit à la main son prénom. Donc voilà. J'ai pas été originale, j'ai choisi la laine que Sari, la même laine, la même couleur, et donc c'est Dry Desert Camel. Non teint, fil naturel, c'est doux, sans être hyper doux, c'est vraiment doux, c'est très chouette. C'est pas écrit combien c'est, si, 50 grammes, 265 mètres, donc c'est un peu plus fin que de la fingering. Alors, Coty m'a envoyé la laine début novembre et elle a été arrêtée à la douane belge. On a des problèmes entre la Belgique et la Suisse. Et il me demandait une taxe douanière de 4 fois la valeur de la laine. Mais un truc de malade, quoi. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Donc, je demande à la dame à la... Je refuse le colis quand le facteur vient me le présenter. De toute manière, je n'étais pas apte à payer la somme qu'on me demandait. Je refuse le colis que le facteur vient me présenter en disant, ben non, laissez-le au bureau de poste, j'ai 15 jours pour réagir. J'appelle la dame à la poste qui me connaît bien, je lui explique la situation. Elle fait, non, t'as bien fait, laisse ton colis ici, tu verras bien, appelle la douane à tel numéro, machin et tout. J'appelle la douane, il faut que j'envoie un mail, que j'explique la situation. Je préviens Coty, qui adorablement explique que c'est un cadeau dans le cadre d'un crowdfunding et que c'est une récompense et que ce n'est pas un achat, un truc commercial et que la valeur de la marchandise est d'autant et qu'il n'y a aucune raison de devoir payer autant de taxes. La douane n'a jamais réagi et donc, comme j'ai pas été chercher mon colis au bout de 15 jours, ben, il est reparti en Suisse. Sauf qu'il s'est un peu perdu au chemin et que Coty l'a récupéré début janvier. Donc, j'envoie un mail à Coty, genre mi-janvier, par hasard, en disant le colis, tu l'as récupéré? Parce que moi, à un moment, je veux bien ma laine de mai l'année passée. Et puis en bas, on se rend compte qu'on est toutes les deux avec un stand au Swiss Yarn Festival. Donc, du coup, elle a dit bah, écoute, je te les remets en Suisse. Donc, j'ai ramené mes 6 écheveaux de bébé chameau. Je suis un peu décontenacée parce que je pensais que la couleur était moins terne. Je pensais que c'était un peu plus ocré. Je trouve ça joli. C'est un très beau produit. Je me demande si je ne veux pas l'atteindre. Genre un premier bain de carence. Mais quand même me faire l'étole de Sari Nordlund. Voilà. Je vais essayer de retrouver une photo parce que ça date il y a tellement longtemps. Je ne sais même plus le nom ni rien du tout, mais je sais qu'on a cherché sur Ravelry dans les projets de Sari. Donc voilà. Et j'en ai 6 comme ça. Donc je peux aussi faire un pull. Vous voyez mon dilemme? C'est juste que j'ai juste pas envie de faire. Mais en même temps, la couleur me va bien. Donc mon achat de laine de cette année, pour le moment. Sauf que c'est de l'année passée, donc ça compte pas. Bon, cet épisode va être très très long. On va passer à la couture. Troisième partie, donc la couture. Je me suis changée pour vous montrer mieux. Alors, j'ai fait 3 vêtements, dont 2 fois le même. Donc voilà, c'est pas énorme, mais vous les avez déjà vus passer sur Instagram en plus, mais je suis super contente. Ce tissu, vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises. C'est le tissu sous-bois vert. Je ne sais pas exactement quelle couleur ils lui ont donné, quel nom de couleur ils lui ont donné, mais donc c'est le thème sous-bois de Cousette. Que j'ai acheté au salon Création et Savoir-Faire et que je suis loin d'être la seule à avoir acheté puisque j'ai déjà vu passer dans les podcasts du Tricomonde de Sophie et dans les podcasts du Lapin d'Alice des vêtements réalisés dans le même tissu qui est complètement merveilleux. Il existait déjà depuis l'été passé dans les tonalités aubergine rose qui ne me plaisait pas du tout mais j'aimais beaucoup le motif et donc quand au salon j'ai vu une des vendeuses passer habillée tout en sous-bois, j'ai dit je veux la même tenue. Vous vous en souvenez? Du coup, j'avais acheté de quoi le métrage nécessaire et les patrons de la blouse allumette et de la jupe feuillette que je vous ai présenté dans un épisode précédent et dont je n'étais pas du tout contente ni du patron de la blouse allumette ni de la jupe feuillette et pas du tout adapté à ma morphologie. Donc j'étais très contente de ne pas avoir utilisé mon tissu sous bois pour le faire. Mais je voulais garder cette idée d'avoir une blouse et une jupe qui portées ensemble donnent l'impression d'être une robe, mais peuvent être aussi portées séparément. Et donc j'ai réfléchi, entre-temps j'avais fait d'autres modèles, et donc la blouse que je porte est basée sur le chemisier du livre Dressed, que j'avais déjà réalisé en double gaze en fin d'année.
Donc, c'est le chemisier qu'on voit ici dans le livre porté par Elodie Blueberry, qui est un chemisier très très simple avec une encolure V, quelques boutons, des manches 3/4 et une coupe assez courte et large, sans forme. Il est extrêmement simple à faire et simple à réaliser. On a 8 pièces puisqu'on a 2 devant, 2 parmentures devant, un dos, une parmenture dos et les 2 manches qui normalement s'arrêtent ici. Alors moi je l'avais réalisé tel quel la première fois en l'allongeant de 5 cm puisque je m'étais dit que pour ma stature ça allait être fort court. J'avais bien fait, mais voilà, c'était pour tester le patron du chemisier simple. Pour refaire le patron, je l'ai complètement adapté, complètement modifié. J'ai gardé toute la base, le haut, sauf j'ai fait la taille 46 pour ma taille 46. J'ai eu le même problème de d'habitude et de nouveau, j'ai pas coupé assez. C'est que mes épaules, normalement, elles devraient être ici. Et donc, je me retrouve toujours avec 18 millions de centimètres en trop au niveau des épaules. Alors, j'ai déjà retiré 2 cm et j'aurais dû en retirer 2 cm de plus. Pour le reste, j'ai fait comme le patron le préconise, sauf que je l'ai allongé de 15 cm. En fait, j'ai fait en même temps le chemisier que je porte et une jupe. Et donc, j'ai posé tous les morceaux de 2 patrons directement sur le tissu pour être sûr d'avoir assez. Et ce qu'il me restait me permettait d'allonger le chemisier. Et donc, j'allais allonger de 15 cm et dans le bas, je lui ai donné une forme liquette. Voilà. Avec un arrondi de la forme liquette. Pour pouvoir le porter, si je le porte sur un pantalon comme maintenant, le porter hors du pantalon, mais comme c'est un tissu très très fin et très léger, je peux aussi le porter rentré, soit dans le pantalon, soit dans la jupe que je vais porter. Et alors les manches 3/4, je trouve que ça n'a pas de sens. Elle proposait, on peut faire soit en manche courte, soit en manche 3/4, mais bon voilà, je voulais pas une manche courte, je voulais des manches longues, et les manches 3/4, ça n'avait pas de sens. Et donc en fait, j'ai combiné le patron, donc j'ai pris le haut du patron de la manche, forcément pour que ça corresponde à l'emmanchure du chemisier du bouquin, sauf que j'ai pris le bas de la chemise de mon mari. Voilà, je fais ça assez régulièrement en fait quand j'allonge une chemise, je prends le bas de la chemise de mon mari, je garde la fente de boutonnage et les plis de la chemise de mon mari. Vous voyez ici, il y a un pli là et il y a un pli là. Et j'ai rajouté un poignet comme pour la chemise de mon mari. Alors, je n'ai pas fait le poignet avec le petit triangle ici. J'ai juste coupé une bande de 3 cm de large sur la longueur, la double longueur de ma fente. Et que je suis venue, j'ai coupé mon tissu de la fente de manche. Je l'ai ouvert. Et je suis venue coudre endroit contre endroit ma bande de tissu là le long. Et puis j'ai replié comme un biais vers l'intérieur. Et donc ça donne cet effet-là. Ensuite, alors je vais vous montrer, parce que je l'ai fait 2 fois, je vais vous le montrer sur l'autre version, comme ça vous avez déjà un aperçu. Après, je vais rien vous raconter de plus. Sur la deuxième manche, on va mieux le voir. Et on va bien voir que j'ai oublié de couper des fils. Donc vous voyez ici, vous avez le biais. Et ensuite, je plie la manche à l'endroit à l'intérieur et je viens faire un point qu'on ne voit pas bien de ce côté-là, ici en biais, pour former ce triangle en bout de fente, qui finit quand même mieux que si c'était juste tout droit. Donc voilà comment j'ai fait les modifications que j'ai fait sur le chemisier de Dresde. Ce patron est vraiment accessible aux débutants. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà dit ce que je pensais du livre. Le modèle est bien, le modèle a une chouette coupe. Je suis contente d'avoir... c'est un peu plus cintré que ce que je porte d'habitude et finalement ça m'amincit peut-être un peu aussi parce que voilà, je trouve qu'il me va bien. La coupe me va bien. J'ai tendance à préférer les chemisiers avec un col. Bon là ça fait un chemisier sans col, c'est pas mal aussi, c'est peut-être plus féminin. Il y a un truc qui me dérange, c'est dans le patron on ne nous dit pas de soutenir les manches avant de venir les mettre dans l'emmanchure, et c'est la 3e fois que je fais, et à chaque fois j'ai trop de tissu et je dois résorber ce tissu, et donc je fais des petites fronces ici en haut de l'épaule. Donc en fait par réflexe, de toute manière, moi j'avais soutenu la tête de manche. Soutenir la tête de manche, c'est-à-dire venir coudre un fil dans la marge de couture, en général des marques qui indiquent le devant et le dos de l'une à l'autre. Et donc en fait quand j'épingle à partir de la couture. Donc quand on coud, la manche est déjà terminée et le côté est déjà cousu quand on vient mettre la manche. Et donc je viens mettre la manche
à l'endroit, endroit contre endroit dans mon tissu, et je commence à épingler au niveau de la couture centrale, et j'épingle ici jusqu'à un certain point, j'épingle le dos à un certain point, en général à peu près jusqu'à cette largeur-là, et en fait tout le tissu qui est en trop, je viens le résorber en tirant sur ce fil pour froncer le haut de la manche. Et donc dans les 3 cas, j'ai dû le faire, donc je ne sais pas, c'est peut-être aussi le fait que je rétrécisse mon épaule par rapport au patron, ça me perturbe un peu en fait. En fait, le patron de la chemise de mon mari, ça tombe toujours pile poil, mais en fait, on fait dans l'autre sens. On a l'emmanchure à plat, on vient poser la manche dessus, et puis après, on vient, quand la manche est cousue à ce niveau-là avec le reste du corps, on vient coudre en une fois tout ceci. Et donc évidemment, s'il y a un peu trop de tissu, ben, il est caché ici en dessous. Mais ça ne m'est jamais arrivé. En général, ça tombe juste. Tandis que sur un patron féminin, j'ai toujours trop de tissu à ce niveau-là. Je sais pas très bien. Soit je suis mal foutu, soit je coupe mal, soit... donc voilà. Mais c'est vraiment un chouette patron. Donc voilà. J'ai rajouté... Alors normalement, le premier bouton est ici. Donc du coup, ça serait fort décolleté. Donc du coup, j'ai ajouté un bouton en plus. Et vous voyez les petits boutons que j'ai utilisés. Je ne sais pas si ça va se voir. C'est mes petits boutons avec lesquels j'avais hésité pour mon gilet Saiga. C'est transparent avec des paillettes dorées. Je trouvais que ça cassait un peu dans le tissu. Au niveau du fil, j'ai utilisé du fil à coudre qui était dans mon stock. Si vous avez regardé la vidéo de la visite de mon atelier, vous avez vu que j'ai récupéré tous les fils à coudre de mes 2 grands-mères, de ma grande-tante, de mon arrière-grande-tante, et que j'ai des dizaines de fils à coudre. Alors la majorité, en fait, je vérifie bien parce que comme ils sont très vieux, ils ont tendance à être cassants. Mais donc là, en plus, j'étais exactement dans le... J'ai le vert qui correspond au vert quasi ton sur ton du vert du fond du tissu. Donc je suis ravie. Pour aller avec mon chemisier, j'ai fait une jupe. Et j'ai fait une jupe valeur sûre. J'en ai déjà fait 2. Désolée pour les reflets. C'est la jupe Jaya de PM Patterns. J'en avais déjà fait une. Donc la jupe Jaya, vous voyez, elle est proposée avec un empiècement soit triangulaire, soit arrondi. Une ceinture très large. On a des plis sur le devant et des plis sur le dos. Et on peut la faire soit droite, soit asymétrique. Et on a 4 longueurs proposées de mémoire. Oui, on a mini, midi, mollet, maxi et super maxi. Et donc à chaque fois avec un métrage forcément différent. Et donc la première que j'ai faite, j'avais fait 80 cm de longueur. La deuxième, je l'ai faite avec tout le tissu, je l'ai faite dans un tissu EcoPrint. Et donc elle fait presque 1 mètre, elle traîne un peu par terre. Et celle-ci, j'ai fait une longueur hybride pour utiliser l'intégralité. Je crois qu'il me reste ça de ce tissu. Et donc, je vais vous montrer ma jupe. J'ai fait la version pointue au niveau de la ceinture. Voilà, elle est très longue. Le tissu est parfait parce qu'elle est d'une fluidité. Et alors, je l'ai faite asymétrique. Donc, elle pend un peu devant et elle pend un peu derrière. Elle n'est pas droite dans le bas. Et alors, la ceinture est doublée. Et alors, j'ai fait le principe d'un biais. De mettre un biais, donc il n'y a que moi qui sais normalement que j'ai un biais à poire. J'ai fait exprès de prendre un biais qui ne va pas du tout avec, parce que du coup ça m'amuse quand je l'enfile. Voilà, je vous dis, des petits riens qui viennent égayer la vie. Mettre un biais qui ne va pas avec le tissu à l'intérieur de votre vêtement, ça change la vie. Donc voilà, j'ai fait ça, et alors j'ai fouillé dans les zips que j'avais dans mon stock, et j'avais un orangé qui allait pas trop mal. De nouveau, mon zip n'est pas invisible. Ne m'envoyez pas des liens avec des tutoriaux pour faire des zips invisibles. Je dois être pas loin de ma 50e jupe. J'ai vraiment décidé que je n'essayerais pas de mettre un zip invisible. J'y suis arrivée sur 2-3 robes il y a une dizaine d'années. Bon voilà, je m'en fous, alors du coup je choisis exprès. Moi ça me choque pas, je sais pas. Personne ne m'a fait de remarques désagréables quand je la porte. Personne ne m'a dit « Oh mais pourquoi t'as un zip ?» Voilà, en vrai, c'est pas... Enfin, moi je trouve pas ça choquant. Je trouve que ça fait le petit point personnalisé. Personne d'autre ne peut avoir la même jupe que moi. Vous pouvez acheter le même tissu chez Cousette. Vous pouvez utiliser le même patron, mais vous n'aurez pas le biais fuchsia à pois blanc et le zip orange à l'intérieur. Je ne fais pas les finitions de ceinture comme préconisé dans le patron. Je fais comme moi je fais d'habitude. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est comme ça que je fais mes jupes toujours. Je mets l'extérieur endroit contre endroit. Et puis j'assemble la ceinture. Et puis en fait je viens, ben oui, justement avec ce principe de biais qui vient couvrir la marge de couture de la doublure. Mais je fais un truc ici, enfin voilà, je recouds ensemble à l'envers
au lieu de venir coudre à la main ça sur le ruban, je fais tout à l'envers et donc le ruban est coincé entre les deux épaisseurs de tissu. Voilà. Le seul truc que j'ai dû faire, c'est pour avoir assez de tissu, c'est que la doublure du devant est coupée est en deux morceaux au lieu d'être en un seul morceau. Le principal était que l'avant soit en un seul morceau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si j'oublie pas, je vais vous insérer la petite photo que j'ai publiée sur Instagram pour que vous voyez la tenue portée intégralement. Je pense pas que je vais la porter souvent tout ensemble, mais plutôt séparée. Mais donc j'aime bien aussi l'idée de pouvoir les mettre toutes les deux. On verra bien. Je suis un peu déçue du vieillissement du tissu. C'est rapide parce que j'ai lavé 3 fois le chemisier et 2 fois la jupe. Et je trouve que dans les couleurs sombres, ça ne va pas se voir. Il y a une espèce de halo blanchâtre qui se forme. Je suis un peu déçue parce que c'est quand même 19 ou 20 euros le mètre. Et je trouve que de près, elle a déjà l'air vieillie. Après, est-ce que c'était comme ça avant de commencer et que ça m'a pas frappé parce que c'était nouveau? Je ne sais pas. Par contre, elle n'a absolument pas bougé au lavage. Voilà, parce que je n'avais pas lavé mon tissu avant. Donc voilà, la viscose sous bois, chemisier du livre Dress de Dear Do et la jupe Jaya que vous savez que j'aime. Et à mon avis, je pense que ça va être ma jupe, quoi. Et je m'en fous si ça va être 42 fois la même. Ce que j'ai fait par contre, donc je fais la taille 46 qui correspond exactement à mes mensurations. Mais en fait, la taille 46, mes 2 autres jupes m'arrivent au-dessus des hanches. Et donc j'ai la ceinture qui est vraiment ici sur le ventre. Et donc c'est fort raide une fois que c'est double triplé parce que souvent dans les patrons on vous fait thermocoller la ceinture extérieure mais pas spécialement la ceinture intérieure et donc je trouve que quand on travaille avec de la viscose c'est pas facile à gérer. J'ai d'ailleurs eu le problème ici, donc la parmenture à l'intérieur du vêtement est thermocollée mais pas l'extérieur et le fait de rajouter la triplure thermocollante on change l'élasticité du tissu de la doublure par rapport au tissu extérieur. Et donc en fait, une des raisons aussi pour laquelle j'ai dû rajouter ce bouton-là, c'est que l'encolure de ce côté-ci me faisait une espèce de grosse bosse ici qui n'avait pas de sens. Liée au fait que la viscose soit triplée, soit doublée, soit thermocollée, soit vlislinée. Voilà, donc je ne sais plus ce que je disais. Mais donc en fait, la ceinture étant très rigide, ça fait un peu bloc sur le ventre. Et donc, quand on passe longtemps assise pour un repas et qu'on mange beaucoup, alors j'étais un peu à l'étroit dedans. Donc, ce que j'ai fait pour ce modèle, pour cette version-ci, c'est que j'ai rajouté 1 centimètre de large à la ceinture devant et à la ceinture de haut et aux doublures de ceinture devant et ceinture de haut. Et que j'ai rajouté 1 centimètre de largeur en haut de la jupe. La jupe est possible aussi avec des poches. Hein. Mais je ne fais pas les poches parce que comme on a déjà beaucoup de largeur de tissu, ça donne trop de poids à mon goût. J'ai quelques jupes avec des poches et en fait je me rends compte que ça fait des gros boudins, surtout en viscose. En fait la viscose c'est tellement léger et quand on a du tissu qui est déjà réparti sur toute la largeur du corps, quand on a les hanches larges comme moi, ça donne encore plus de largeur aux vêtements. J'en suis complètement folle. Donc si j'oublie pas, je vous mets la photo maintenant, je marque. Je note le temps mentalement de la vidéo où je dois mettre la photo. Donc, je ne vais pas épiloguer à 14 h, c'est le même chemisier exactement. Ça, c'est la coton, double gaze, pardon, de coton de Atelier Brunette qui a été vu et revu, que j'ai acheté il y a plus d'1 an et que je n'arrivais pas à me décider de ce que j'allais en faire. Et donc moutarde avec les petits points dorés. Je l'ai déjà utilisé, j'avais fait une jupe Jaya en bordeaux avec les petits points dorés. Donc j'ai refait exactement le même chemisier parce qu'en fait j'aime bien l'association des deux. Je trouve que ça fonctionne bien ensemble. Et en fait, c'est pas un tissu facile à combiner. Il a beaucoup de couleurs, mais comme c'est des couleurs un peu éteintes, ça ne va pas avec grand chose dans ma garde-robe. Donc, j'ai porté, par exemple, avec un chemisier Ecoprint. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Mais je n'ai pas de... Si j'ai du orange, c'est pas le bon. Si j'ai du rose, c'est pas le bon. Si j'ai du moutarde, c'est pas le bon. Si j'ai du vert, j'en ai pas. Ça, c'est pas le bon. Donc voilà. Et donc, du coup, je trouvais que ça fonctionnait bien ensemble. Ça me permettait d'avoir un 2e ou un 3e chemisier à porter avec cette jupe. D'autre que juste du blanc ou juste du noir. Parce que ça fonctionne très très bien avec du blanc ou du noir, évidemment. Donc voilà. Et donc, j'ai refait exactement le même chemisier. J'ai refait tout pareil que celui que je viens de faire. La même longueur, les mêmes modifications, les mêmes adaptations. Et j'ai mis des petits boutons nacrés blancs
carré pour casser justement le côté petit pois. Et ce sont les troisièmes boutons avec lesquels j'hésitais pour mon gilet Saiga. Donc tout a été utilisé. Voilà. Voilà, la partie pour couture est un peu plus raisonnable que la partie tricot. Et je vais passer toute petite partie teinture. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré de nouvelles couleurs et de nouveaux coloris. Teinture, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de teinture. En fait, je voulais vous présenter, en ce début d'année, j'ai travaillé, voilà, depuis décembre, je travaille comme une dame pour préparer les 6 salons d'affilée que je faisais, je vous l'ai déjà dit. Et donc du coup, forcément, je veux renouveler les coloris que je vous propose. Et donc, il y a certaines associations plantes-laine que je n'avais pas encore faites. Et donc, je voulais quand même vous les présenter en vrai. Comme ça, quand vous les voyez débarquer, vous avez une petite idée de ce que ça veut dire, de ce que ça représente. J'ai surtout travaillé les nouveautés sur Orion. Vous savez, quand j'ai lancé Orion et Sirius en début d'année passée, j'avais surtout décidé que Sirius, qui est 75% Blueface Leicester, 25% Gotland, je travaillais dans des premiers bains, donc des bains de couleur profonde, et que Orion, qui est 75% Blueface Leicester, 25% Brown Masham, qui sont 2 races de moutons. Le Gotland, le Masham et le Blueface Leicester, ce sont des races de moutons différentes. Et donc, Orion, je travaillais surtout dans les bains d'épuisement, parce que comme ce sont des bases qui ne sont pas gris, qui ne sont pas blanches à la base, justement, Sirius est légèrement gris et Orion est légèrement taupe, ça donnait de la vie et ça donnait des nuances sympathiques aux fils et aux couleurs. Donc maintenant, au fur et à mesure de la fin d'année passée, vous avez vu Sirius apparaître dans des bains d'épuisement aussi. Et donc maintenant, j'ai travaillé beaucoup sur Orion en premier bain. Et donc je voulais vous faire découvrir le résultat incroyable que ça donne. Orion, premier bain de Garance. Bon, forcément, je vous montre mon préféré d'abord. Ce serait bien un petit gilet en Garance avec ça, non? Voilà, Orion, premier bain de Garance. Et on garde la profondeur du fait que la laine n'est pas blanche à la base. Orion, premier bain de Cochenille. Voilà, donc j'étais devenue verte quand je vous ai montré le tissu moutarde, et là je deviens jaune. Voilà, premier bain de Cochenille. Orion, premier bain de Campèche. Voilà. Donc c'est toujours... c'est ni violet, ni... Enfin, je sais pas, c'est vraiment aubergine très foncé. Voilà. Et alors, j'ai retravaillé aussi ma nouvelle recette Garance, avec... C'est pas le bain d'épuisement, c'est plus orangé, plus profond, sur Orion. Et donc, ça c'est... Il y a d'autres choses, hein. J'ai fait du bain de curcuma, j'ai refait du nerprin, j'ai refait... Voilà, mais donc voilà. Et tout ceci est disponible sur le site, si vous voulez voir la vie en couleur. Tada! J'aime bien. J'aime bien tout, en fait. J'aime bien les couleurs profondes. Et alors, j'ai aussi fait des associations de plantes sur ma base Full Moon que je n'avais pas encore faite. Parce que je savais que ça me plairait, que ça serait dangereux. Et je me rends compte que j'en ai oublié. Mais bon, c'est pas grave, je vous montre déjà ça. Premier bain de Garance. Ma Full Moon, elle a une capacité... Donc, c'est pourtant, la laine est très jaune à la base. C'est une laine non superwash. C'est du 100% Blueface Leicester. C'est un fil qui est très sec, qui donne très bien pour les points texturés et pour les points de dentelle. Qui est très fine pour une fingering. C'est ce que je vous ai montré ici. Ça, c'est de la Full Moon aussi. Ce qui est vraiment très fine. Mais alors, elle donne une luminosité aux couleurs. C'est sur la Full Moon que je préfère teindre le nerprin, la cochenille maintenant. Que j'avais tenté l'expérience sous l'impulsion de Eve de Bobine et Pelote. Et donc maintenant, j'ai fait quelque chose. C'est trop beau. C'est trop beau. Et j'ai fait du bain de Campèche. J'ai complètement changé ma manière d'utiliser le bain de Campèche. Avant, j'étais plus dans les bleutés très foncés. Et là, de nouveau, là, on est presque exact. C'est un tout petit peu saturé. Mais vous voyez ce que je veux dire dans le côté aubergine, quoi. On n'est pas dans le violet aubergine comme ça. Vous avez la vraie couleur ici, toujours un peu plus loin de l'écran. Mais voilà, donc les nouveautés qui sont disponibles sur le site. C'est tout.
j'arrête de parler boulot. J'arrête tout court de parler parce que c'est de nouveau un épisode. Donc voilà, donc j'ai fait le montage au fur et à mesure. Il va de nouveau durer presque 1h03. J'espère que l'épisode vous a plu. J'avais beaucoup de choses à vous montrer et j'avais surtout aussi beaucoup d'informations. Je sais que certaines n'aiment pas spécialement quand il y a une introduction un peu trop longue, mais je crois que c'était quand même important que je profite de cette fenêtre, de cette vitrine pour l'information importante. Festival Aiguille en fait annulé. Le gilet Saiga, pull Saiga qui sort la semaine prochaine. Si vous voulez des coulisses, si vous voulez des nouvelles, si vous voulez me voir autrement, encore moins bien coiffée, parfois pas maquillée, avec encore un peu moins de voix, retrouvez-vous moi sur Patreon. Donc Patreon, pour rappel, c'est une plateforme un peu de principe de participatif, de sponsoring mensuel. Donc vous avez le choix entre plusieurs mensualités et pour chaque montant auquel vous décidez éventuellement de participer, vous avez un retour de ma part, donc c'est-à-dire ça va être les vidéos avant tout le monde, les nouvelles, les updates de la boutique avant tout le monde, mais alors une fois par mois, à partir du Buckthorn, à partir de 5 € par mois, vous avez des nouvelles de ce qui se passe justement dans mes casseroles. Ça, elle savait déjà. Les patrons que je suis en train d'élaborer, auxquels je pense, les nouvelles laines que j'ai envie de tester, mes déboires en long et en large à la douane. Si vous voulez, hier j'ai publié une vidéo qui ne parle que de ça, parce que tout le monde me demandait une nouvelle puisque j'avais raconté mes inquiétudes avant. Ce n'est pas juste un soutien financier, même si le soutien financier m'apporte beaucoup, parce que ça m'a permis de faire appel maintenant à un comptable. Je ne fais presque plus rien au niveau de la comptabilité. J'encode certains trucs, la partie rentrée, j'encode, parce que c'est plus facile puisque je sais de quoi il s'agit. Et puis tout le reste, c'est lui qui fait la TVA, les impôts et tout ça. Et donc je reçois, voilà, tu dois payer autant. Tu dois payer autant, tu dois payer autant, parce que je passe ma vie à devoir payer de la TVA et des impôts, mais bon, c'est la vie, c'est normal, c'est ça être entrepreneur. Mais donc du coup, ça me décharge énormément, et en plus, on a simplifié, on a élaboré ensemble un tableau Excel qui me facilite la tâche, et donc la partie comptabilité, au lieu de durer 2 heures par semaine, me prend une grosse demi-heure par semaine, c'est une énorme différence. Et alors, je ne sais plus si je l'ai déjà dit ici aussi, on est en train de faire des travaux dans la maison, et de me rénover le dernier petit bout de notre vieille fermette qui n'était pas encore rénovée, et enfin c'est surtout mon homme qui fait tout ça, et donc lui il a pris en charge forcément tout ce qui est isolation du bâtiment, aménagement, faire de la chape pour le sol, faire des marches, percer des fenêtres, isoler le toit et compagnie. Donc ça sera une pièce qui fera 1,80 m sur 4 mètres. Il travaille dedans depuis le mois de juillet. Je vous raconte pas, mais je vous raconterai tout ça plus en détail plus tard. Mais je mets de côté également l'apport de Patreon pour pouvoir m'acheter des meubles, et on a installé le système d'aspiration. Enfin voilà, donc améliorer en fait mon espace de travail. Voilà ce que ça m'apporte aussi Patreon. Financièrement, oui, j'ai un soutien et c'est un revenu fixe mensuel qui n'est pas négligeable quand on n'est jamais sûr de ce qu'on va gagner. Et donc voilà, donc moi le mois de mars, je comptais sur les liquidités de l'Aiguille en fait pour acheter la laine. Il n'y a plus. Donc voilà, le mois de mars va être un peu compliqué à passer, hein, donc je ne vais pas, on verra bien comment je me débrouille. Mais en vrai, ça ne vous regarde pas, mais bon, je trouve important que vous sachiez aussi ce qui se passe derrière. Mais ce qui est le plus important pour moi par rapport à Patreon, c'est surtout ce soutien, cette communauté, et d'avoir des copines avec qui je peux à qui je peux me confier, à qui je peux partager, parce que vous le savez, je suis complètement émotive et que je parle dans tous les sens, et qu'en fait le fait de une fois de temps en temps venir m'asseoir et dire ok, maintenant je fais un topo pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et je leur raconte, et alors en fonction des réactions je vais voir si je pars dans le bon sens, si je pars dans le mauvais sens, et voilà, et donc c'est très 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 précieux pour moi. Il y a des gens qui qui me soutiennent depuis le début. Il y a des gens qui me soutiennent 3 mois et puis qui s'en vont. Il y a des gens qui restent juste 1 mois. C'est pas une obligation, mais si vous avez envie de faire juste me mettre un petit sourire de plus sur le visage, j'apprécierais énormément. Voilà, j'ai pas grand chose à offrir. Je suis teinturière, mais il y a, voilà, dans certains cas, un patron en cadeau. Il y a des pourcentages sur la laine au moment de la participation en test. Enfin voilà, j'essaye du mieux que je peux de rendre l'appareil par rapport à ce que je reçois. Mais pour ce que je reçois le plus, c'est vraiment ce soutien qui est énorme. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Patreon, je ne veux pas, comme certains, en parler à chaque fois, à chaque fin d'épisode, mais voilà. Si vous voulez m'y retrouver, c'est patreon.com/bynightcreation.
Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'être là encore et toujours plus nombreux, plus nombreuses. C'est complètement magique. Je vous remercie quand vous arrivez sur mon stand en me disant oh, « Je suis contente de te rencontrer en vrai. Oh, mais t'es la même en vrai. » Donc voilà, c'est très 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 chouette, c'est très agréable. Et n'hésitez pas à me dire que vous connaissez mon travail ou que vous connaissez ma tête. Et parfois que vous connaissez ma voix ou mon rire. Souvent on me dit que c'est mon rire qu'on reconnaît. Donc voilà. Et je vous embrasse fort. Je referai une vidéo à mon avis d'ici Lyon. Je sais pas si j'aurai grand chose à vous montrer. Je ne le sais jamais à l'avance parce que vous le savez, je suis un petit peu spontanée. À tout bientôt. Portez-vous bien.